le dernier D'accord, mot. mais ils sont sortis depuis. Ils sont sortis depuis. Je donne un exemple. Vous ne pensez pas que Marcel et Simon Edzo ont eu aussi une pression, ont été menacés de, au cas où vous parlez, on vous ramène? Mais Marcel l'a dit Hein? lors de son Bernard, intervention. Bernard, Voilà. comprenons la précarité de nos enseignants. Si on vous dit on va vous couper le salaire, beaucoup, quand on parle de couper des salaires, ils voient déjà dans quelle précarité ils vont entrer. Mais on va couper là. Mon frère, attends d'abord. Mon frère, pardon, attends d'abord. Non, la réalité. Nombreux parmi eux là n'ont déjà pas de salaire. Ils vont couper quoi? Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, je veux dire une chose. Vous pensez véritablement qu'Oligui peut courir le risque de couper les salaires à 27 000 enseignants? Vous savez c'est quoi couper les salaires à 27 000 enseignants? C'est 27 000 foyers qui n'auront pas à manger. Ce sont des milliers. Si on dit un enseignant à sa famille, c'est au moins 4 à 5 personnes à charge. Donc vous-même faites le calcul. Sans apprendre, pensez-vous qu'Oligui peut avoir le courage? Excusez-moi de vous déranger. Oui, vite, rapidement. Moi, je vais vous demander, parce que vous savez, je viens du nord de la France. Ouais. Moi, je travaille pas, je vais aller manger un petit burger. Oui, mais là, j'ai pas de liquidité, malheureusement. Avec J'ai que la ma carte. carte. Oui, avec la carte. Et là, je suis pressé. Excusez-moi. Désolé, pardon, je suis dans la route. Petit arnaqueur. Allô? Il cherche l'argent pour aller vivre au Banga. Je te dis. RS5. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que vous pensez véritablement qu'Oligui peut courir le risque, peut d'abord mettre sa menace à exécution et courir le risque de mettre 27 000 personnes à la fin, sans manger, faire en sorte qu'il y ait plus de 27 000 foyers qui soient dans la précarité totale, avec les élèves qui n'apprennent pas? Vous pensez? La vérité, c'est que certains enseignants, oui, ils sont dans la précarité, mais pour certains, ils ne se rendent pas compte de la force qu'ils représentent. Ils ne se rendent pas compte de ça. Oligui, dans sa folie, sait que, en faisant ça, il ne fera que jeter de l'huile, de l'essence, tout sur le feu. Voilà pourquoi il joue la carte de l'intimidation. Mais en réalité, c'est lui qui est à genoux. Et voilà pourquoi il utilise ces neufs-là pour faire comme une espèce de prise de sommeil aux autres. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Là, je suis à 1%. Si ça coupe, le temps que j'arrive, je remonte. Mais vas-y, le temps que Maëva parle. Et puis Espérance. Espérance, vous êtes là? En fait, Maëva, vous pouvez parler. la conclusion qu'on va avoir, c'est le samedi 31. C'est là où ça va se savoir. Hein? Même les signataires, ils savent que c'est le 31 que ça va se savoir. Donc, ne donnons pas de bonnes conclusions. On va attendre l'AG le samedi. Non, mais pour ça, il faut déjà qu'une AG soit convoquée. Parce que nous sommes à jeudi aujourd'hui et il n'y a eu aucune annonce d'AG. Non, mais ça, c'est pas son... Chose de SOS Éducation, les AG, c'est pas son sourdine. Hein. Ils savent que s'ils donnent leur droit, ça peut être boycotté. C'est sur les forums que ça se passe. Depuis là, ils n'ont jamais fait d'annonce. Eux, c'est sur les forums et puis, paf, ils se retrouvent. Très Donc, bien. pour ça, ne vous inquiétez pas, ils vont avoir l'AG d'ici là. Non, mais quand même, la semaine dernière, je pense que un jour avant l'AG, je crois le jeudi ou le vendredi, on avait déjà un prospectus ou un flyer qui circulait pour donner le lieu et l'heure de l'AG. Bon, on va attendre peut-être quelqu'un pourra monter pour nous édifier là-dessus. Ok, Espérance, est-ce que vous êtes là ou pas? Allez, descendez, la légende. Bonsoir Princesse, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Je voudrais d'abord dire quelque chose. J'ai comme impression que tous les Minsa, tous ceux qui ont le nom Minsa, c'est des corrompus. Parce que la dame aux lunettes aussi, c'est Minsa. Je disais tout à l'heure en commentaire que si les enseignants flanchent, mon locataire enseignant qui me doit pratiquement 6 mois d'arriéré là, il sera dehors. Parce que s'ils ont tenu 2, 3, 4 ans, c'est pas le petit temps là. Là, ils ont au moins, c'est jusqu'en février. Jusqu'en février, là. C'est jusqu'en février. Rien ne doit se faire si, dans leur bulletin de salaire, ils ne voient pas un avancement. Je vais prendre le cas de ces 9 fantastiques-là. Quand je regarde, il y a 2 que je reconnais à l'intérieur. Celui qui a la chemise en pagne, avec son gros ventre rempli de caca, là. Il sort directement de l'N7. C'est bien normal qu'il se retrouve dans ce genre de milieu. Il n'a pas de pré-salaire, il n'est jamais rentré à la présidence. Tout, il va dire oui. C'est un béni oui. C'est un béni oui. Pourquoi mettre autant de personnes? Pourquoi faire autant de recrutement à l'armée et on laisse l'essentiel? Les enseignants ont un double, un triple rôle. Les enseignants, non seulement, dès le départ, ils éduquent leurs enfants à la maison, ils vont encore éduquer les enfants des autres. Je pense qu'il serait... Tu devrais être fou de ne pas pouvoir respecter celui qui fait la continuité de l'éducation de ton enfant. Vous-même, vous voyez les enfants du pré-primaire. Les enfants du pré-primaire, il faut vraiment
prendre de l'attention. Il faut vraiment avoir de l'amour pour enseigner ces enfants-là. Tu vas entendre, maîtresse, je vais cabiner. L'autre va même déféquer dans ses habits. Qui enlève ça? C'est la maîtresse. Et ce sont ces enseignants-là aujourd'hui qu'on prend pour des moins que rien. Très chers enseignants, mes petits frères, mes grandes sœurs, mes pères et mères, c'est aujourd'hui ou jamais. Ou jamais. Je dis bien, c'est aujourd'hui ou jamais. Si vous abordez les salles de classe sans pourtant avoir l'avancement de quelque chose, vous n'aurez plus rien. Et nous, on ne va plus vous soutenir. On ne va plus vous soutenir. Je m'adresse aux 9 autres provinces. La province de l'Ogooué maritime, vous avez montré la voie à suivre. Vous avez vu comment on a chassé le prêtre Pierre Mintsa. Pourquoi vous avez reçu ces éléments-là qui n'appartiennent pas à l'éducation nationale? Donc vous pensez que c'est un boxeur qui viendra résoudre les problèmes de l'enseignement? Vous êtes complice aussi lorsque vous les recevez. Vous n'aviez pas besoin d'avoir un intermédiaire sur une situation qui ne les concerne pas. Seul vous-même, vous êtes en habilité de dire ce que vous vivez. Pierre Mintsa viendra te dire quoi? Vous donnez l'opportunité à Pierre Mintsa de continuer à prendre ses millions pour faire la tournée. Il justifie ce qu'il a pris. Très chers enseignants, s'il vous plaît, serrez, serrez, serrez. Derrière rien, il n'y a rien. No money, no school. Merci. Princesse, oui. Je viens d'analyser le document. Donc, je vois bien que ce protocole est légal, mais pas réglementaire. Il ne crée aucun droit automatique pour les agents. Il n'a pas de force juridique contraignante. Ce n'est ni un décret, ni un arrêté. Il engage surtout politiquement et moralement le gouvernement. Tu sais ou tu ne sais pas? Je suis, bien sûr. Il ne peut pas être utilisé seul devant un juge, mais peut servir d'élément de preuve plus tard. Tout Tu as simplement. analysé ça au chat GPT, hein? Oui, j'ai mis ça là-bas. Parce que je n'avais pas le temps. J'ai pris ça. Tu vois, comme tu as lancé là, je ne savais pas que tu l'as lancé là, je voulais balancer ça là-bas. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui parlent dessus. Même au niveau de la présentation. Par exemple, sur la nature juridique du document. On te met acte administratif non normatif, assimilable à un compte rendu officiel de réunion assorti d'engagement politique administratif. Ce n'est pas un décret, un arrêté, une décision individuelle ou collective créatrice de droit. Un protocole d'accord formel de type syndical. Donc, il n'a pas en l'état de valeur réglementaire contraignante. Tu vois? Donc, vraiment, quand vous allez faire... C'est la marmaille, Oligui. Son travail, c'est marmailler les gens. Voilà. Son travail, c'est marmailler les gens. Et en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Ça dit quand vous avez fait une promesse, c'est dans aucun cadre réglementaire. Ce n'est que de la manipulation, c'est des promesses en l'air. Comme on dit que la citation de La Fontaine, là, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est ce qu'Oligui est en train de vous faire comme ça. Oh. Si vous suivez Oligui dans ces choses qu'il est parti faire écrire par je ne sais qui, et vous pensez, vous estimez que vous devez repartir dans les salles de classe parce que on vous a mis sur un bout de papier certaines mesures qui, d'après eux, seront prises prochainement. Vous allez tout perdre. En tout cas, on vous a distrait. On vous dit bien que le document n'a aucune valeur. Hein. Ça veut dire que il ne crée aucun droit automatique pour les agents. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est à vous-même de croire ce que vous voulez croire là-bas. Mais en tout cas, ça les engage pas. Ça les engage juste du point de vue moralité, parce que c'est le gouvernement qui s'engage politiquement et moralement. Mais pour le reste, ça n'a pas de valeur juridique pour vous, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est de la poudre de, voilà, quoi, de perlimpinpin. De perlimpinpin. Comment la piste? Est-ce que tu peux avoir à côté de toi l'interview de Monsieur Marcel Bama? On va le décortiquer quand même. Et puis, Espérance, vous avez la parole. Allô? Oui? Oui, donc merci de me passer la parole. Moi, je voulais intervenir, parler plus du reste de la population. Les Gabonais, en fait, ne comprennent pas l'importance de l'unité. Vous vous dites que c'est pas votre problème. Ok, d'accord. Ma chérie, attends un peu, s'il te plaît. Regardez les commentaires que vous mettez. Certains font plus grand corrompu. Et puis, juste après, il y a Gabon Nouvelle Génération qui dit les téqués avec la manipulation, comme ça. Pourquoi vous faites de tels commentaires? Ceux qui sont partis se faire acheter ou ceux qui sont partis vendre le combat là, c'est les Gabonais. Donc, plutôt que de dire que les femmes corrompus, dites que les Gabonais corrompus. Parce que ce sont d'abord des Gabonais.
Mais il y a des vendus dans toutes les ethnies et il y a des manipulateurs également dans toutes les ethnies. Moi, je suis contre ce discours-là. Le discours qui veut que les femmes, ce sont les plus corrompus. Les Téké, ce sont les plus manipulateurs. Les Téké, ce sont eux qui ont gaspillé le Gabon. Les machins, ce sont eux qui ont fait comme ça. Non, c'est pas des discours à tenir. Ça sème la division. Continuez, n'écrivez plus ça. Oh. Moi, je ne suis pas... vous écrivez comme ça sur mes pages. Moi, je vous bloque, je vous mute automatiquement. Donc, on peut dire les choses d'une autre manière. On peut dénoncer d'une autre manière. Mais de dire que les femmes, les Téké, il faut arrêter ça. Dites que les Gabonais, ils sont comme ça. Les Gabonais sont malhonnêtes. Les Gabonais sont manipulateurs. Là, on va être d'accord. Quand les Camerounais viendront vous dire ça, moi, je serai d'accord. Mais femmes, manipulateurs, Téké, voleurs, machin. Non. C'est pas 2, 4, 5 individus qui font l'ensemble d'une ethnie, qui caractérisent une ethnie. C'est pas ça, faut arrêter ça. Allons-y, Madame Espérance. Oui, donc je disais que les parents d'élèves gagneraient, enfin la population entière, même pas les parents d'élèves seulement, gagnerait à s'unir dans ce combat parce que là, vous laissez les enseignants tout seuls. Mais demain, les enfants que vous envoyez à l'école, là, eux aussi seront maintenant, c'est eux qui auront les pré-salaires demain. Bien sûr. Et vous, donc les enfants que vous envoyez à l'école, là, vous serez à la retraite. L'enfant, le pré-salaire, il doit nourrir ses enfants. Et si toi, le parent, tu tombes malade, même te donner 10 000, il ne pourra pas. Pourquoi les gens ne voient pas, la population entière ne voit pas l'impact que ça peut avoir sur eux demain? Et d'un autre côté, un enseignant qui n'est pas bien traité, qui n'a pas une bonne paye, vous pensez que ça va donner quoi? Moi, j'ai un neveu à qui on a donné des notes de complaisance. On s'est rendu compte de ça l'année d'après. Vous vous rendez compte? Note de complaisance. L'enfant est passé en classe supérieure, l'enfant n'avait pas le niveau. L'enseignant s'en foutait. On s'est rendu compte de ça. On a dû refaire redoubler l'enfant, trouver des répétiteurs, pour mettre l'enfant, comment dire ça, donner à l'enfant le niveau. Et cette année encore, on s'est retrouvé dans une situation, heureusement qu'on a mis des répétiteurs, on s'est encore retrouvé dans une situation où l'enfant a un prof, en fait le prof n'a pas le niveau. Non. Non, mais en fait c'est là que j'ai réalisé que, mais mince, le diable poursuit l'enfant là ou bien quoi? Non, après, c'est vrai, on va dans tous les sens. Le prof n'a pas le niveau. Et c'est le répétiteur qui s'est rendu compte de ça. Et nous, on a fait la pédagogie. C'est-à-dire que peut-être qu'ils n'ont pas fait la formation, ils peuvent la mettre directement au poste. Non, il n'a pas le niveau. Parce qu'il y a la pédagogie, c'est vrai, il y a la pédagogie. Oui. Par exemple, moi, je n'ai pas de pédagogie. J'aurais du mal, malgré tout, malgré le master, tout ça, là, je ne sais pas, j'ai du mal à expliquer à un enfant, même les calculs de SEM, un SEM2, j'ai du mal. Je n'ai pas la pédagogie. Mais je connais. Mais le prof, il ne connaissait pas. Et ce qui est grave dedans, c'est que le reste des parents de la classe, il a foutu des 2, des 3 aux enfants. En tout cas, nous sommes la seule famille qui s'est plaint. Vous voyez le danger de laisser l'enseignement comme ça. C'est des enfants demain qui n'auront pas le niveau. Qui n'auront pas de niveau. Et c'est même des enfants qui seront troublés. Parce que imaginez un enfant qui a un répétiteur qui lui explique les cours bien. Il arrive à l'école, il fait bien le travail. Ou bien même, supposons, il a travaillé lui-même, il allait sur Internet, ou il a des livres et tout machin. Il travaille, il comprend le cours. Il arrive en classe, il fait le devoir, on lui met 1. Alors qu'il a bien travaillé, c'est le prof qui ne connaît pas. Moi, ça m'a sidéré. Hein. J'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux, pas pour notre enfant. J'ai eu les larmes aux yeux pour les autres enfants parce que les parents ne sont pas au courant. C'est grave, hein? Les parents, la population gagnerait à se lever. Ça ne sert à rien qu'on donne aux enfants des diplômes s'ils n'ont pas le niveau. S'ils n'ont pas le niveau, ça ne sert à rien. Vous êtes content, oui, l'enfant a eu le bac. On a donné le bac l'année dernière à tout le monde. Mais est-ce qu'ils ont vraiment... Et ça, ma chérie, excuse-moi, ça c'est le point fort de Carméliane Tountoum.
Vous savez ce que Carméliane Tountoum, elle fait? Pendant toute l'année scolaire, elle en vadrouille, elle est en train de faire le kunabélisme, elle fait chanter les enseignants, les élèves, etc., etc. Et quand la fin de l'année arrive, elle va voir les directeurs de centres d'examen pour demander à ce qu'ils attribuent aux élèves des moyennes. Parce que quoi? Elle, ce qui l'intéresse, c'est le taux de réussite aux examens. Elle veut que quand on parle au journal des résultats des examens de fin d'année, qu'on dise que oui, il y a eu 85% de taux de réussite au BPC, il y a eu 100% de taux de réussite au CEP. C'est ça le problème de Carméliane Tountoum. Et c'est toujours avec ça qu'elle s'est vendue auprès d'Ali Bongo en dehors du kunabélisme, hein, parce qu'elle, c'est une grande kunabéliste. À l'époque, c'était la grande sœur de Noureddine. Donc, en dehors de faire le kunabélisme là, maintenant pour dire que le témoin de son travail, du travail qu'elle effectue, c'est le chiffre en fin d'année, les résultats, le taux de réussite aux examens. Toute l'année scolaire, les enfants n'ont pas d'enseignants, ils n'ont pas de profs, ils vont apprendre dans des conditions difficiles. Il y en a qui sont venus témoigner une fois ici que quand on arrive à l'école, on est obligé de tourner dans la cour de l'école pour chercher le table de banc. Quand tu trouves le table de banc, il faut l'installer. Mais pendant que tu cherches le table de banc là, les autres avaient déjà commencé le cours, hein. Donc quand tu arrives, tu es en retard. Et si c'est comme ça, sur toute l'année, mais c'est clair que tu n'as pas le niveau pour valider un examen. C'est clair. Mais Carmélia, elle, ça, c'est pas son problème. Elle donne, elle attribue. Et puis vous entendez à la fin de l'année, il vient nous sortir des chiffres. Oh, 89% de réussite, de taux de réussite au CEP. 90% au BPC. C'est des gens qui sont, comment dire ça? 99% au bac. Des enfants. Et puis ils viennent nous faire des commentaires à la con à la télévision pour dire que ouais. Mais en réalité, le niveau scolaire de nos enfants ne fait que chuter. Moi, je suis alors là impressionnée parce que mon fils qui a 6 ans, qui est au CP1, au CP. Princesse, excuse-moi, je vais répondre à quelqu'un qui dit ça sert à quoi d'être bien formé si nos diplômes nous font chômer. Tu sais, si au moins tu as un bon diplôme, Dieu peut ouvrir une porte, tu peux aller travailler ailleurs. Mais non seulement il n'y a pas le travail au pays, tu n'as pas le niveau, même si tu vas à l'extérieur. En fait, on te tue complètement. Ou même, peut-être que le moment où tu auras terminé les études pour travailler, peut-être qu'on aura dégagé au Ligui, peut-être qu'il y aura eu une vraie réforme, peut-être que, et tu auras le niveau pour travailler. Mais si on t'enlève même le fait d'avoir le niveau, mais on t'a tué, tu es mort en guerre. Donc, j'étais en train de dire que moi, je suis impressionnée. Mon fils qui a 6 ans, il est au CP. Je vous assure que il sait lire, il sait écrire. Il écrit les sons, mais de mémoire, quand j'étais au Gabon, les enfants du CP1 ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Hein. Même le son. Le son. C'est parce qu'on fait la phonologie. Donc, on apprend aux enfants le son. Mon fils, il sait lire. Il lit convenablement. Il a 6 ans. 6 ans. Il y a aussi les conditions. La maîtresse a le temps. Et les choses sont bien faites. Et chez nous, il n'y a rien de tout ça. Quand je vois ce qui se passe au Gabon, et pourtant Carmélia, elle a appris ici en France, hein, elle sait c'est quoi l'éducation. Et tenez-vous bien, la France en termes de référence académique n'est pas meilleure. Hein. C'est-à-dire que ici même seulement en Occident, la France est peut-être, je sais pas, 10e derrière. Il faut aller regarder le truc de PISA là, c'est là-bas le classement. Donc, sur la Finlande qui est en tête. Les pays comme la Suède qui sont en tête, voilà. C'est 0 pour la France. C'est pas quand j'ai réalisé ce qui se passe dans sa classe, j'ai eu des larmes aux yeux pour tous les parents qui ne sont pas au courant de ce que les enfants là sont en train de vivre. Il y en a qu'on va taper, tu n'étudies pas. Le prof ne connaît pas. Vous voyez dans quel état psychologique on met les enfants? En tout cas, la population gabonaise gagnerait à se lever et soutenir les enseignants. Parce que ces enfants qui n'ont pas le niveau, qu'on va pousser, ils vont devenir médecins, ils vont infirmiers, les soins même d'abord médecins, vous allez dire que non, ils vont aller à l'étranger, machin. Mais même, quel étranger? Parce qu'il y a étranger. Ils vont devenir médecins, ils vont venir vous faire des faux diagnostics. En fait, on est tous concernés par ce qui se passe dans l'éducation nationale. Ça emmène les médecins qui ne sont pas compétents. Ça emmène les magistrats qui ne sont pas compétents. Ça emmène, en fait, tous les secteurs du pays sont touchés. Et on va continuer à rester dans le sous-développement. On va même pas rester. On va descendre.
encore plus bas. On est là, ceux qui travaillent à la douane ne se sentent pas concernés, mais vos enfants après nous, c'est pas au Gabon. Mais eux-mêmes, ils sont douaniers. Avant d'aller faire les formations de douaniers, ils ont commencé pas par les enseignants qui font grève là. Ceux qui sont aux finances, ils se sentent pas concernés, ils ont les fonds communs. Mais vos enfants apprennent où? Moi, je comprends pas. Ok, Wanaminche, est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? Moi, j'ai terminé. Merci, princesse. Merci. La France est à quel niveau là-bas? La France occupe, en tout cas, la dernière évaluation, c'était en 2022, puis bien en 2023. Donc, en mathématiques, la France occupe la 26e place. En compréhension de l'écrit, la 29e place, et en sciences, la 26e place. C'est pas le modèle, voilà quoi, mais c'est par rapport à ce qui est fait au Gabon. Je vous dis que moi je trouve ça impressionnant. Et quand ton fils arrive à la maison, il te dit des choses. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas au Gabon en réalité? C'est quoi le problème? Honorable, vous avez la parole. Le problème au Gabon est spirituel. Mon frère, c'est vraiment spirituel. Bonsoir à tous. Déjà, j'aimerais répondre à celui qui a dit que à quoi ça sert d'être bien formé si on est au chômage. Au fond, c'est pour ça qu'on parle du système éducatif. Parce que c'est le système éducatif finalement qui doit être en adéquation avec les offres d'emploi. On vous forme, même si vous êtes bien formé, mais si on vous forme dans des métiers pour lesquels le pays n'a pas de besoin, naturellement, vous êtes au chômage. Donc oui, on doit revoir le système éducatif à la base. Quels sont les contenus pédagogiques? Parce que c'est sur la base de ça, finalement, qu'on va savoir qui aura le boulot ou pas. Nous sommes un pays qui vit de la rente, notamment avec l'exploitation des mines, du pétrole, du bois et autres. Si on veut arriver à une transformation locale de ces matières premières-là, il faut nécessairement former les gens dans ces domaines-là. On a le secteur de la pêche qui n'est pas valorisé. On peut former dans ce domaine-là, on doit former dans ce domaine. Le tourisme, le Gabon a un grand potentiel touristique. Là aussi, mais les formations qu'on nous donne jusqu'à aujourd'hui ne nous mettent pas à niveau. Quand vous partez dans votre fameuse agence de l'emploi ou quoi là, qui ne sont pas capables de savoir quel est le type d'emploi sur le marché, quel est le type de main-d'œuvre sur le marché pour faire un comparatif. Ils sont pas capables de ça, mais ils sont payés, ils sont entretenus avec l'argent du contribuable chaque année. Il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucune donnée de ce point de vue-là. Donc oui, on a besoin de revoir le système éducatif. Et ceux qui disent que le problème de l'éducation aujourd'hui, c'est pas le problème du ministre. Non, elle a sa part de responsabilité parce que justement, c'est elle qui doit travailler aux orientations depuis la base. Et le niveau qui a baissé, mais c'est peut-être aussi lié au contenu pédagogique. Nous, on a fait le CP1, CP2, on nous obligeait à la limite bûcher les tables de multiplication. Quand tu étais au CP, c'était la première chose qu'il fallait bien faire. Aujourd'hui, tu prends un enfant de CM2, tu lui dis même la table de 3, il n'est pas capable. Pas parce que les enfants sont bêtes, mais ça dépend de la méthode qu'on a choisie pour leur inculquer le savoir. Aujourd'hui, on note l'enfant parce qu'il s'est sifflé. On note l'enfant parce qu'il a bien mangé pendant la récré. On note l'enfant parce que il s'est parlé de son père et de sa mère. Qu'est-ce que ça a à y voir avec ce qu'on cherche? Vous avez les pays asiatiques aujourd'hui, par exemple, un enfant de 3 ans à la maternelle, il ne fait pas la pâte à modeler. Les gars, ils sont sur des ordinateurs, ils savent comment on démonte, comment on remonte un ordinateur. Donc, voilà des gens qui savent où ils vont. Et vous vous étonnez aujourd'hui qu'ils soient dans le top 10 des meilleures universités au monde devant les universités comme Oxford et Harvard. Mais ils ont fait quoi? Ils ont compris qu'un enfant qui peut répéter papa, maman à 2 ans, on peut lui faire des choses que les adultes font. Pourquoi on perd du temps avec ça? On attend 6 ans pour aller à l'école. On attend 5 ans pour aller à l'école. L'enfant va entre 3 ans et 5 ans, il part pour le goûter. Ça sert qui en fait? Un pays qui a l'ambition de se développer. Mais qui doit impulser ces réformes? C'est Camélia, parce que c'est elle la ministre. Donc on ne vient pas nous dire ici que n'a rien à voir, puisque les enseignants réclament l'argent en premier. Oui, ils réclament l'argent parce qu'ils doivent bien vivre pour le travail qu'ils font pour le pays. Mais il y a des revendications liées par exemple aux effectifs pléthoriques. Il y a des revendications liées au contenu pédagogique qui n'est pas adapté à nos aspirations futures. Ça c'est un fait. Donc on ne vient pas ici pour nous dire que les gens font ça parce que non, il n'y a pas que la fonction publique ou le budget qui bloque le statut le système éducatif gabonais. Il y a ces réalités là qu'on doit révisiter, les adapter à nos aspirations de développement, à nos aspirations économiques, c'est un fait. Maintenant, donc quand on regarde la gestion de la grève, là encore une grosse preuve d'incompétence, c'est dire que vous avez des gens qui ont monté une organisation et qui vous disent le mode de fonctionnement de leur organisation fait que même si on désigne quelqu'un pour aller nous représenter, cette personne-là va discuter sur la base de ce que nous, on aura fourni comme cahier de charge
Et dès qu'il a fini de s'entendre avec le partenaire qu'est le gouvernement, il revient vers nous pour qu'on lui dise si finalement on déclare l'arrêt de la grève ou on la continue. Vous prenez 2 tondus, 3 pelés parce que vous croyez que vous pouvez les avoir, ils sont amoindris dans une salle, parce que vous allez les intimider, parce que vous allez les corrompre, et vous leur faites des choses qui ne relèvent pas de leurs prérogatives. Comment vous voulez que les enseignants derrière vous suivent? Vous ne pouvez pas venir réécrire leur mode de fonctionnement. Si vous avez le souci vraiment de régler le problème, vous ne rentrez pas dans des petits jeux de corruption. Vous respectez leur façon de fonctionner, vous leur restituez le droit de mettre fin à cette grève-là parce que c'est parce que cette grève existe de leur fait. Et donc, quand ils ont commencé, ils ne vous ont envoyé aucun représentant, ils n'avaient aucun représentant. Mais comme il faut bien discuter avec le gouvernement, que tout le monde ne peut pas discuter, ils envoient des représentants qui doivent obéir et respecter les règles de base. Donc, quand vous faites déclarer à ces gens-là que les cours reprennent, alors que la base ne s'est pas encore prononcée, alors que la base n'est pas encore au fait de ce qui s'est décidé réellement avec le gouvernement, puisqu'il n'y a pas eu d'AG. C'est pendant l'AG qu'on vient restituer le fruit de la négociation. Bon, quand toi, Carmela, tu fais du match-vu, tu fais de la communication en surenchère, mais tu comptes sur quoi? Parce que tu achètes des bédoumes aux enfants pendant une récréation, des enfants que toi-même tu as regroupés, c'est ça qui va changer, quoi. Quand vous allez filmer que les cours ont repris, quand on voit juste des élèves assis dans les salles de classe, on ne voit pas les professeurs, est-ce qu'on est imbécile pour ne pas comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas? Quand Camélia qui dit qu'elle a travaillé, qu'elle a toujours bien travaillé jusqu'ici, ça fait 5 ans qu'elle est là. Qu'est-ce qui fait que c'est quand la grève s'est levée au bout de 3 semaines qu'elle a compris la nécessité de régulariser les dossiers qu'elle dit avoir régularisés en peu de jours où elle ne dormait pas. Mais les 5 ans qu'elle a passé dans ce ministère, elle faisait quoi? Donc si en 5 ans, en 2 semaines ou 1 semaine de grève, elle a su régler plus de 300 dossiers, comme elle le dit, mais imaginons ce qu'elle aurait dû faire en 5 ans si elle travaillait sur le même rythme. Si le souci, c'était de rendre ses enseignants à leur dignité et de faire en sorte qu'ils jouissent de leurs droits. C'est-à-dire qu'elle a dormi pendant 5 ans, et puis quand les gens se lèvent pour gréver, là, elle sort ses griffes, elle nous montre celle qui sait travailler, celle qui sait manager, au point qu'elle nous filme tout ce qu'elle fait, même quand elle ronfle. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc pour moi, les enseignants, vous êtes seuls face à votre destinée. Déjà, vous n'avez rien. Qu'ils vous fassent, ils vous mettent sur le bon des caisses, qu'ils vous coupent ce que vous n'avez pas déjà, vous n'allez pas en souffrir. Vous êtes obligé de tenir jusqu'au bout. Parce que vous avez lancé cette grève par vous-même. C'est au fil de votre propre initiative. Vous ne pouvez pas vous régner sur la base de ce qu'on va vous couper les salaires. Vous savez comment ça fonctionne. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé les coupures des salaires pour les grèves. Donc, vous deviez être préparé à cela. Ça ne devrait pas être un moyen de chantage. En tout cas, pas pour des cabris morts. Puisque vous n'avez rien. Quand vous coupez le peu que vous avez, ça change rien. En définitive, c'est choisir de mourir de faim pendant ce mois-ci, mais pour espérer ne plus jamais vivre ce genre de situation. Pour toute la vie, pour toutes vos carrières, et même pour ceux qui vont vous succéder. Donc, vous choisissez. Soit vous prenez 1 mois en mourant de faim, mais est-ce que cela, ils peuvent accepter d'aller le faire l'année blanche? Je ne crois pas. Donc, vous êtes obligé de tenir. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je m'arrête par là. Ok, on a l'enfant noir qui est sur le live avec nous. Bonsoir. Pour dire que ce dont il parlait pour l'emploi, c'est le PNPE. Et eux, ils ont reçu, pas plus tard que 2,5 milliards pour faire cette estimation par rapport aux emplois parce que leur fichier n'est pas actualisé depuis 2018. Bon, l'enfant noir, vous avez la parole. Bon, donc, au moins, on a une chaîne à prendre la parole. On a une chaîne à prendre la parole. Allô. Je crois que le frère a un problème de connexion. Ah, il y a des choses. Ouais, certainement. Ok. Bonsoir à tous. Bolwani. Bonsoir. Le sujet, c'est sur les enseignants. Oui, essentiellement. Sur le protocole d'accord qui a été signé. Protocole d'accord, moi je suis pas là-dedans. Moi je suis là pour appeler les enseignants à la mobilisation, la remobilisation pour la poursuite de la lutte. Parce qu'on sait que tout ce qui est en train de se passer là, c'est juste pour endormir le mouvement. Et voilà, y a rien de bon ne sortira de là. Ils vont mettre des enseignants sur prix salaire, des gens qui travaillent au quotidien, qui travaillent depuis plus de 10 ans. Pour moi, ça n'a pas de sens. Lorsque les enseignants ont commencé leur mouvement de grève, ils ont dit cette fois-ci c'est tout ou rien. Parce que j'ai tendance à le dire, on ne peut pas bâtir une nation forte avec des enseignants précarisés. On ne peut nous parler de la restauration de la dignité des Gabonais quand nous savons que nos enseignants sont réduits à la mendicité. Si nous voulons bâtir un Gabon fort, il nous faut des enseignants qui travaillent dans de bonnes conditions. Voilà. Il faut obligatoirement le Gabon que nous rêvons passe nécessairement par l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants au Gabon. Or, nous avons à la tête de notre pays des individus qui tuent depuis des années, excusez l'expression TikTok, qui font tout pour, pour génocider le secteur éducatif, parce qu'ils veulent se pérenniser au pouvoir avec leurs enfants. Donc, moi, j'appelle les enseignants à la mobilisation parce que je constate, j'ai demandé à certains enseignants, est-ce qu'il y a une affiche qui circule pour l'AG de samedi? Ben, je vois pas d'affiche circuler.
Et j'ai écouté tout à l'heure le grand frère Marcel Libama qui disait mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas l'âger si on a obtenu gain de cause? Donc vous voyez que il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les coulisses pour tuer le mouvement des enseignants. Et hier je faisais une publication car alerté par un enseignant du côté de Port-Gentil. Il y a des choses qui se font dans le noir par des hommes politiques, des hommes politiques qui font tout pour corrompre les enseignants. Il y a même des organisations tribalistes. On a vu, on a écouté le monsieur Ntung qui parlait d'un rassemblement des fans. Il y a également eu un rassemblement nazi des Miennes du côté de Port-Gentil organisé par Onangan Diaye, le président de l'Assemblée nationale, le président de toute une institution. C'est un scandale d'État. Voilà, Onangan Diaye, Wani Ambouroué et Pierre Onanga Osunda, le DAP, donc le directeur académique provincial de l'Ogooué maritime. Ils ont organisé au domicile de Wani Ambouroué une réunion avec des enseignants miennais pour appeler ces enseignants-là au boycott du mouvement des enseignants dans l'Ogooué maritime. Et d'après les informations que j'ai reçues, ils ont repris les cours. Dans c'est quoi, Araponda, voilà. Araponda, ils ont commencé à reprendre les cours là-bas. Donc, moi, je demande aux enseignants de rester soudés, aux enseignants précarisés de rester soudés, de poursuivre le mouvement. Sinon, après, bon, ils vivront les mêmes réalités. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de grève un mouvement de grève des enseignants qui a obtenu le soutien de tous les Gabonais et même des parents d'enseignants, des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes. Et si aujourd'hui les enseignants baissent les bras, c'est pas évident qu'ils puissent avoir à l'avenir un soutien pareil des populations. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans 3 ou 4 mois, on parlera encore de la grève des enseignants parce qu'ils vont pas régulariser la situation de tous les enseignants précarisés. Ils ne le feront pas. Mais Wanaminche, est-ce que tu penses que dans 6 mois, ils auront la capacité de mobiliser comme ils ont pu mobiliser là maintenant? C'est ce que je suis en train de dire, que c'est pas évident que la mobilisation soit la même. Parce que moi, j'ai tendance à parler du côté spirituel des choses, parce que le spirituel commande au physique. Ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose de très, très, très spirituel. Il y a Dieu qui soutient ce mouvement des enseignants. Il y a le peuple qui soutient ce mouvement des enseignants, les esprits du Gabon, et c'est pas évident. Et ces gens-là le savent. Voilà pourquoi ils font tout pour corrompre. Aurélien Minsamingema, qui est l'argentier de la présidence du Gabon aujourd'hui, cherche à corrompre des enseignants. J'ai reçu l'information tout à l'heure, il y a à peine une dizaine de minutes, des enseignants qui me disaient que bon voilà un peu ce qui est en train de se tramer. Ils vont peut-être organiser l'AG, mais avec des enseignants déjà acquis à la cause d'Oligui Nguema, de Camélia, d'Aurélien Tuntum, Aurélien Minsamingema et tous les autres. Donc, si ce mouvement-là meurt, c'est pas évident. Voilà pourquoi moi j'essaie de redonner de la force aux enseignants, leur appeler à la mobilisation, hein, parce que s'ils baissent la garde là maintenant, il y a rien qui va changer. Hein. Ils vont continuer à repartir dans les salles de classe avec des salaires misérables. Quand on sait que la vie est de plus en plus chère au Gabon. Donc, ils ont tout intérêt à poursuivre la lutte. Mais moi je me pose quand même une question, c'est-à-dire que on vous envoie des émissaires pour discuter avec vous. Et quand vous regardez les personnes que vous avez en face de vous, c'est des personnes qui ne souffrent de rien en fait. C'est des personnes qui ont à manger chez eux. C'est des personnes qui ne peuvent pas un seul instant accepter que on leur coupe un seul mois de salaire. C'est des personnes qui ont leurs enfants, qui sont inscrits dans des établissements soit privés, soit à l'extérieur du pays. C'est des personnes qui ne vivent pas vos réalités. À quel moment ces personnes-là arrivent à vous convaincre de demeurer dans votre précarité alors que eux, ils mangent? Ils sont tranquillement assis chez eux au frais. À quel moment vous acceptez de vous laisser corrompre par ces gens-là? À quel moment? Donc vous ne pensez pas à vous-même. Vous ne pensez pas à votre ventre. Celui qui vient vous corrompre là, lui, il est en train de faire le travail pour lequel il sera payé par Oligui. Parce que c'est Oligui qui les envoie vous parler. Hein. Et quand lui sera payé par Oligui, vous serez dans votre précarité insolente. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Comment ces gens-là arrivent à venir vous convaincre de laisser tomber vos revendications? Non, c'est un problème mystique. Voilà, tu avais fini? C'est juste à rappeler que le protocole n'a aucune valeur juridique. Donc vous devez mettre ça dans vos têtes. Parce que si ça avait une valeur juridique, on allait mettre, vu la Constitution, vu la loi temps, vu l'article temps. Donc ça devait avoir une valeur juridique et ça devait être signé par lui-même là-bas. Mais ça n'a aucune valeur. Ça dit que ça n'engage juste que les politiques et ceux qui veulent y croire. Donc ne vous prenez pas la tête, rien n'a été accordé. C'est bon vouloir. Ça dit que s'ils veulent vous donner, vous donneront. Sinon, ils ne vous donnent pas. Très bien. Monsieur Saint-Paterne ou Patrick? Non, mais moi j'allais chuter là. Ok, vas-y alors. Vas-y. Ouais, je voulais dire, après ça, je voulais répondre un peu par rapport à ce que tu disais. Il faut savoir que dans ces mouvements de grève,
Il y a les personnes qui viennent pour instrumentaliser la misère des autres. Ceux qui se mettent en avant ne sont pas toujours les enseignants qui vivent des difficultés extrêmes, en fait. Il y a des gens qui viennent pour profiter du mouvement, pour se mettre en avant. C'est comme ça que Christiane Bitouga a fini ministre sous Omar Bongo. Elle a instrumentalisé la lutte des enseignants. Maintenant, les enseignants, il était dit qu'ils devaient rencontrer le chef de l'exécutif, donc Oligui Nguema. Oligui, aujourd'hui, fait tout pour ne pas rencontrer les enseignants. Ils ont tout fait pour que les enseignants aient des leaders pour pouvoir tuer le mouvement, corrompre les leaders. En mars 2025, à la veille de la parodie électorale du 12 avril, Oligui a organisé la journée de l'enseignant au gymnase, je sais pas trop comment on appelle votre gymnase de Libreville. Il a rencontré les enseignants. Voilà, au palais des sports, au palais des congrès, je sais plus trop. Il a rencontré les enseignants là-bas. Alors, les enseignants ont demandé, au début du mouvement de grève, ils ont demandé à rencontrer Oligui dans un lieu public. S'il a rencontré les enseignants quand il voulait leur suffrage, quand il voulait leur soutien, c'est qu'il peut rencontrer les enseignants aujourd'hui pour les écouter. Mais il fait tout pour ne pas les rencontrer. Parce qu'il a déjà eu gain de cause, parce qu'il a réussi à avoir le soutien des enseignants pour devenir président de la République. Et une fois élu, il s'en fout des enseignants. S'il a rencontré les enseignants le 23 mars au Palais des Sports de Libreville, c'est qu'il peut rencontrer les enseignants une fois de plus pour écouter les enseignants. Mais aujourd'hui, il s'en fout. Ce qu'il fait, c'est envoyer des gens pour aller corrompre, pour aller tuer le mouvement de grève. Parce qu'ils veulent pas régler le problème des enseignants. Et c'est ça la vérité. L'école du Gabon est tuée par le système Bongo PDG UDB. Voilà. Ils s'en foutent des problèmes des enseignants. Donc les enseignants ils ont deux choix qui s'offrent à eux. Soit la poursuite de la lutte, soit la résignation, et ils continuent de souffrir. Donc c'est à eux de voir, quoi. Merci. Mais ils avaient déjà dit que eux, la seule personne avec qui ils acceptaient dorénavant de parler était le président de la République. Comment ils font pour quitter de cette position-là, pour revenir encore et accepter d'avoir une médiation avec un Tuntou Maï et tous les autres? Parce qu'il y a eu une manipulation, princesse. Il y a eu une grosse manipulation, et je l'ai dit lors de l'Assemblée Générale de Siban, il y a eu une manipulation. Il y a un groupe, parmi les 9 en question, les 9 là, il y a un groupe, il y a des éléments qui sont venus avec des idées déjà arrêtées. Ils avaient déjà tout préparé avec Camélia, avec Oligui, Aurélien Mintamingema, et ils sont arrivés à Siban, ils ont imposé leurs idées. Voilà pourquoi vous avez écouté certains enseignants qui étaient mécontents, qui demandaient le micro, et on leur refusait le micro, parce qu'ils avaient déjà tout préparé, tout scénarisé. Ceux qui devaient s'exprimer, on leur a donné la parole, et puis les autres ont été muselés. Ils se sont imposés, ils ont imposé des représentants, et ensuite ces représentants sont partis pour aller signer le protocole de Camélia Tuntum et d'Oligui Nguema. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu une grosse manipulation. Et s'il y a AG samedi, il y aura certainement encore une grosse manipulation. Je l'ai dit, ils vont peut-être emmener des bus chargés avec des miséreux à qui on va donner 5 000, 10 000, qui se feront passer pour des enseignants. Et lorsqu'on va demander est-ce qu'il y a poursuite des cours, ils vont lever les bras pour dire oui, on poursuit les cours. Et les gens vont penser que ce sont des enseignants alors que ce sont des gens qui auront été recrutés à gauche et à droite. Voilà. Nous avons des brigands à la tête de notre pays. Et malheureusement, nous avons des enseignants, des enseignants corruptibles, véreux, qui n'ont Dieu que pour leur tube digestif. Voilà. Donc, le problème aussi de l'enseignant au Gabon, ce sont nos propres frères enseignants, parce que nous avons des enseignants cupides et corrompus qui ne pensent qu'à leur petite personne. Voilà. Et c'est en général, c'est ça le problème du Gabon, ce sont les Gabonais. La corruption et la cupidité. C'est aussi ce qui nous maintient dans le sous-développement et la misère. Ok, Monsieur Saint-Patrick. Si je peux ajouter à la suite de ce qu'a dit, si je peux ajouter juste une minute, moins d'une minute. Ok, vas-y. Et puis il y a le concombre qui dit que le concepteur, vraiment pardon, qui dit qu'il est là avant Monsieur Saint-Patrick. Vas-y, on aura 2 minutes. Hein. Oui, juste pour dire que, au fond, non, pour une question de logique, Oligui n'est pas juste le président de la République. Oligui est le chef du gouvernement qui a l'essentiel de pouvoir du gouvernement entre ses mains. Donc même Camélia, avec la meilleure des volontés, pour qu'elle prenne la décision de satisfaire les besoins des enseignants, c'est Oligui qui va devoir lui dire que vas-y. Donc quand les enseignants demandent à parler à Oligui et à personne d'autre, ils ne sont que dans une sorte de logique de ce que cette constitution a conféré à un homme le pouvoir de décider de qui reste, qui part, qu'est-ce qu'on arrange, qu'est-ce qu'on n'arrange pas. Ce n'est qu'une logique. Et donc, quand on veut passer par les médiateurs et autres personnes qui n'ont au fond aucune décision, c'est juste la mauvaise foi et le fait que il sait qu'il n'a que le moyen de l'intimidation et la corruption, parce qu'au fond, il n'a rien du tout pour résoudre le problème des enseignants. Sinon, il l'aurait déjà fait. Donc, vous choisissez, soit vous faites votre reprise sous la base de la pression, donc vous cédez à la pression, mais dès que vous reprenez les cours, sachez que aucune résolution ne sera faite en votre faveur, mais vous ne pourrez plus revenir et espérer avoir la bataille de l'opinion avec vous. Parce que vous aurez déçu. Aujourd'hui, la majeure partie des familles acceptent de garder leurs enfants à la maison pourvu que cette situation soit résolue et qu'il y ait une vraie dynamique qui pense
court, moyen et long terme dans l'intérêt des enfants, du niveau scolaire de nos enfants, mais aussi des débouchés futurs. Donc la balle est dans votre camp. Vous choisissez la pression, mais comme il n'y a pas d'argent, on va vous miroiter 1, 2, 3 trucs, vous allez tenir comme ça parce que vous allez prendre vos salaires cette fin de mois, mais la prochaine fin de mois, vous allez devoir revivre dans le même circuit jusqu'à ce que, bon, si Dieu vous fait grâce, une nouvelle génération viendra pour remettre le problème sur la table des gouvernants. Voilà. Oui, Ok. s'il vous plaît, partagez, remplissez les objectifs, merci. Et pour revenir au protocole encore d'accord, je vous renvoie. Normalement, quand on fait un protocole, on doit mettre que c'est entre l'État et tel groupe. Mais là, c'est pas ce qui est mis sur ce protocole, au fait. Ils mettent un truc technique, de comité technique de quoi, en fait. Donc, à un moment donné, vous allez même sur Internet, vous allez comment sont rédigés les protocoles. C'est pas comme ça qu'on rédige un protocole, c'est de la fourberie, ils sont en train de tromper les gens. Donc, allez-y, prenez la parole. Princesse, excuse-moi, merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, chers aînés, et que vous vous portez bien. Alors, Excusez-moi le concepteur, je mets combien de minutes, s'il te plaît? 3 minutes. D'accord. je vais y aller rapidement en disant que déjà, ces gens-là, ils savent pourquoi ils tuent l'éducation. Parce que ils savent que Attention au l'éducation... mot, hein. Attention au terme. Oui. Ils savent pourquoi ils tuent l'éducation, parce qu'ils savent que l'éducation, c'est vraiment ce qui permet à un État d'avancer. Si aujourd'hui le Gabonais a perdu, on va dire complètement les repères par rapport à sa... Si le Gabonais a perdu les repères par rapport à sa vie, c'est parce que le Gabonais sait. C'est parce que le Gabonais sait. C'est parce que le Gabonais sait. Ils savent que ils pourraient vous organiser des événements. Ils préfèrent vous organiser des concerts. Ils ont l'argent pour les événements et pour les concerts. Ils ont l'argent pour faire venir des artistes. Mais ils n'auront jamais l'argent à vous donner pour que vous alliez trouver un véritable boulot. Et ces gens, ils vont vous précariser jusqu'au bout. En fait, rendez-vous compte que vous êtes maintenant dans un pays où la seule alternative pour vous en sortir, c'est aller à l'armée. Parce que ce gars, il veut vous faire en fait devenir comme on va dire une pseudo-Corée du Nord. C'est-à-dire que vous seriez là juste pour accomplir les desseins des personnes qui sont là au pouvoir. Vous serez là juste pour faire les choses qu'ils voudront. Mais eux, ils vont toujours diriger le pays avec leurs enfants. Et aujourd'hui, ce sont même leurs enfants qui sont dans les débats à gauche, à droite, qui viennent sur les plateaux de télé pour vous faire comprendre qu'ils connaissent le Gabon mieux que vous, alors qu'ils ne sont jamais allés dans le Gabon ou des profondeurs. Ces gens-là ne savent même pas que dans des villages reculés ou bien dans des villes reculées du Gabon, il n'y a même pas parfois un véritable système éducatif qui a vraiment été mis en place. Et c'est ça le pire. Et le pire encore, c'est que l'État gabonais reçoit des subventions des organisations internationales par rapport à l'éducation. Mais le problème, c'est que en miroite, c'est-à-dire à cause des résultats scolaires, c'est-à-dire des résultats soviétiques qu'on donne toujours aux gens à chaque examen, les institutions internationales vont continuer à donner de l'argent à ces gens-là pour améliorer le système éducatif gabonais en pensant que tout va bien, alors que tout va mal. Donc c'est juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Saint-Paturel, vous avez la parole. Oui, merci de me donner la parole. Bonsoir à tout le panel. Alors, moi je voudrais un peu répondre par rapport à ce que Giovanni a dit. En fait, c'est bien beau bon, c'est pas pour le contredire, non, loin de là. C'est un peu parler dans le cheminement qu'il a emprunté. En fait, moi je ne vais pas répondre par rapport au protocole d'accord, mais c'est bien beau de centrer le débat uniquement sur la situation des enseignants. C'est vrai parce que le contexte actuel, bien la situation actuelle, les concerne beaucoup plus. C'est très bien. Mais sauf que, n'oublions pas que s'il y a des enseignants, c'est qu'il y a des apprenants, il y a des élèves. Et s'il y a des élèves, des apprenants, c'est qu'il y a des enseignants. Donc les deux vont de pair. Alors c'est bien de défendre l'intérêt des enseignants, ce qui n'est pas mauvais, parce que c'est une obligation. Mais c'est aussi de défendre aussi l'intérêt des apprenants. Comme le dit très souvent M. Alain-Claude Billy-Binzé, le Gabon est un pays des occasions manquées. Et effectivement, la situation actuelle a été une bonne occasion. Peut-être, elle peut être encore rattrapée, à moins que ça soit une occasion ratée pour les parents d'élèves, qui eux aussi pouvaient s'élever, manifester, pour demander à ce que le système éducatif actuel soit réformé. Parce que ce sont les parents, en fait, ceux qui ont les parents d'élèves qui sont dans ces établissements publics, qui subissent ce système éducatif pratiquement opaque, qui s'arrime plus avec les enjeux de demain. Parce que le système éducatif doit être prévoyant et visionnaire. Je me pose la question de savoir est-ce que ceux qui sont à la tête du ministère de l'Éducation nationale ont un regard sur les défis qu'il faut relever demain, sur tous les plans. Sur tous les plans. Quand vous regardez par exemple en Occident, ce sont des gens aujourd'hui, leur politique ne tourne plus tout autour de ce qui concerne, voilà, on va faire des routes, on va faire ceci, cela. Non, eux ils sont au niveau où il faut se positionner comme première puissance économique demain, première puissance industrielle et autres dans le monde. C'est là leurs enjeux. Mais nous sommes encore très 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 en arrière. Et la réalité, elle est là. Quand on essaie de juger
le niveau des apprenants aujourd'hui. C'est lamentable. On ne peut pas se réjouir de ça. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, comme dit Michel Anclé, le Gabon est un pays des occasions manquées. Ça, c'est une occasion manquée. Une très bonne opportunité pour les parents d'élèves de descendre aussi pour demander à ce que le système éducatif pédagogique soit complètement réformé. Quand vous prenez la génération 90 et celle des années 2000, il y a une très grande différence. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on enseignait l'éducation civique depuis le primaire, vous voyez que la mentalité elle est très différente que celle d'aujourd'hui. Et c'est là qu'on nous a appris l'amour de la patrie. Prenez quelqu'un des années 90 et celui d'aujourd'hui, mettez-lui devant le drapeau. Je prends un exemple, par exemple, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, lever les couleurs du drapeau, ici, cela. Mais ça n'a plus vraiment la même valeur ou même comme avant. Donc, à l'époque, quand on enseignait, il y avait une matière qu'on appelait l'éducation civique, je me rappelle encore de son livre. C'était un livre blanc, jaune, quelque chose comme ça, si je suis bonne mémoire, je me souviens encore. Mais on nous enseignait les valeurs de la République. Et c'est pourquoi vous verrez que la génération 90, c'est celle qui aujourd'hui qui est beaucoup plus sur le débat d'idées, contrairement à celle d'aujourd'hui qu'on a endormie. Et donc le système éducatif est lamentable. Mais cela aussi va de la responsabilité des parents, parce que ce sont nos enfants, ce sont vos enfants. Ce sont eux qui subissent ça. Et si vous, parents d'élèves, vous ne vous levez pas, mais sachez que vos enfants seront toujours les gouvernants de ceux qui sont à la tête du pays, qui mettent les moyens sur l'éducation de leurs enfants. Quand vous les voyez mettre les moyens sur l'éducation de leurs enfants, les envoient dans les meilleurs établissements. Votre temps est terminé. Merci à vous. Merci. Voilà. Princesse, tu peux reprendre la parole, s'il te plaît. Je n'ai pas très bien, fallait lui accorder encore une minute parce que je n'ai pas très bien cerné son intervention. Pour lui, les enseignants, ils devraient aussi faire ce combat, mais les parents aussi devraient rentrer dans ce combat. Et il a parlé d'autre chose parce qu'on ne parle pas de ça, en fait, actuellement. Là, vraiment, on n'est pas sur ce côté lié à l'éducation, c'est-à-dire la refonte de l'éducation. Ce n'est pas la question ce n'est pas l'objet du jour, en fait. Non, mais si, excuse-moi, Peace and Love, il a raison, c'est aussi une des revendications, même si on ne la met pas souvent en avant. Mais c'est le contenu pédagogique fait défaut. C'est aux parents de faire cette Mais justement, c'est pour ça qu'il interpelle les parents d'élèves à ce niveau. C'est pour ça qu'il interpelle en disant, les parents aussi devraient avoir leur part de grève, c'est-à-dire que le soutien aux enseignants, chacun, moi je pense que, quand tu observes, les enseignants, s'ils sont beaucoup plus présents sur des questions liées à leur situation personnelle, les parents que nous sommes devraient justement soutenir la grève en soutenant les autres points qui sont, par exemple, les effectifs pléthoriques, le contenu pédagogique, parce que, je le dis, s'il y a des chômeurs au Gabon, c'est pas parce que l'environnement n'offre pas les offres d'emploi. C'est faux. Dans nos pétroles, dans les industries aujourd'hui, on va recruter ailleurs. On va recruter dans la sous-région, on va recruter même plus loin. Ça veut dire qu'il y a des offres d'emploi, sauf que, comme on n'est pas qualifié pour ça, mais ceux-là, ils viennent prendre la place. Donc, il faut revoir le contenu pédagogique depuis la base. On est d'accord que c'est pas aussi aux parents de faire aux enseignants seulement de faire ce travail. L'enseignant fait l'instruction civique, oui, mais c'est aux parents d'éduquer leurs enfants, en fait. Quand on parle de reproduction, c'est par rapport au comportement que les parents affichent devant les enfants. Si on fait du kunabilisme, l'enfant va reproduire le kunabilisme qu'il voit chez lui à la maison. Donc, à un moment donné, on doit... Au-delà de cet aspect, Peace and Love, au-delà de cet aspect sur le kunabilisme, là, on parle de la réforme de l'éducation, les réformes vont faire que quand on a fini de former un enfant, il soit capable de compétir sur le marché de l'emploi avec... Non seulement qu'il réponde aux offres d'emploi sur le marché, mais qu'il soit capable de compétir avec qualité. C'est ça dont on parle. Sur le civisme encore, oui, mais qui peut revendiquer? Parce qu'aujourd'hui, qui subit par exemple le chômage des enfants? Mais ce sont les parents eux-mêmes. Quand tu as un enfant de 40 ans, 50 ans que tu gardes à la maison, parce qu'il n'a pas pu trouver le travail alors qu'il est diplômé, c'est toi qui subis, puisque c'est toi qui finis par payer la nourriture pour les petits-enfants, c'est toi qui gardes sa femme dans sa chambre où il lui-même est né. Finalement, c'est le grand-père qui paye la facture. Et donc, oui, les parents, dès maintenant, les parents d'aujourd'hui que nous sommes, devrions trouver un intérêt à soutenir cette grève, quels que soient les moyens, parce qu'en définitive, c'est parce qu'on se sera appesanti sur les questions du contenu pédagogique, de l'orientation de nos contenus, qu'on va arriver justement à non seulement prendre les offres d'emploi existantes, mais derrière créer de nouvelles offres d'emploi, parce qu'on aura orienté une éducation dans le sens des aspirations économiques de notre pays. Voilà. Ok, on va poursuivre avec... CRUNTS. Je vous envoie la demande, acceptez s'il vous plaît. Ah, j'étais plus rapide. Allez-y, acceptez la demande. Merci. Allez, je vous mets votre temps. Bonsoir. Portez bien. Ah, oui. Par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est comme les deux précédents intervenants l'ont énuméré, ces gens-là génèrent un état de fait où ça devient payant d'aller vanter le chaos dans notre système éducatif. Comme il a si bien dit, c'est vrai que il a peut-être mal commencé son argumentaire lors de son allocution, il est peut-être mal rentré sur le sujet, beaucoup l'ont mal interprété, mais tout ce qu'il a eu à dire est très pertinent. Ce qu'il a eu à dire, c'est un fait que la plupart des gens la plupart d'entre nous ne faisons que subir, donc toute la population gabonaise en elle-même. Donc il faudrait aussi qu'on a l'œil là-dessus, ça c'est une parenthèse.
Donc, il faudrait aussi qu'on a l'œil sur le fait que le frère vient d'évoquer tout à l'heure là aussi, qu'ils doivent aussi faire. Moi, j'ai toujours dit que errare humanum est, perseverare diabolicum, l'erreur est humaine, mais persévérer dans son erreur est diabolique. Dans la mesure où ils savent qu'ils sont en train de faire des erreurs, ils savent qu'ils ont commis des erreurs, mais ils continuent dans l'erreur. Donc ça veut dire que ceux-là, c'est des malsains, c'est des diables. On ne doit pas jouer avec eux. Moi, j'aurais vu une vidéo où il y a un monsieur en Real de Madrid qui disait que non, il doit retourner en classe. Si on avait fouetté le monsieur là convenablement comme il se doit, je ne pense pas qu'il devrait encore avoir un Gabonais qui devrait penser à recevoir l'argent de ces gens dans le but de nuire aux autres. Non. C'est-à-dire que les gens qui se présentent comme ça, on les fouette bien publiquement, ils ne peuvent pas nuire à tout le monde. Ça devait être propre, au fait. C'est-à-dire que même quand ils partent là-bas faire leur histoire de réunion à huis clos, aucun Gabonais devait avoir l'idée là que non, il peut prendre un pot de vin. Non, ça ne devait pas jamais dans leur tête. Le système éducatif aujourd'hui, il est très, très, très faible. Il est très faible. On peut même le constater quand on envoie les gens à l'étranger. Il est faible. Notre système éducatif, il est faible. On se dise les vérités. J'ai l'impression que ils font tout, ils mettent l'argent sur leurs enfants, ils font tout pour leurs enfants, mais pour les Gabonais, ils ne font rien. Et un pays qui dit qu'il n'a pas d'argent, un pays qu'on dit qu'il n'a pas d'argent, mais tu arrives à payer des activistes, c'est grave. Et tu n'arrives pas à payer la base même d'aide de l'État, c'est grave. Un pays où on dit qu'il y a l'argent, tu payes des maîtresses, on dépense 12 milliards, c'est grave. Moi, le combat que les enseignants maintenant, on doit les soutenir jusqu'au bout. Moi, j'aurais même estimé que les parents d'élèves aussi montent au créneau. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas seulement eux. C'est pour tout le Gabon. Donc, on doit être derrière eux, les soutenir jusqu'au maximum. Faut même pas qu'ils flanchent. Tous ceux qui vont essayer de prendre des pots de vin, fouettez-les. Ça, on négocie pas avec eux. Il faut les fouetter. Parce que ceux-là sont des nuisibles. Donc, c'est un peu ma contribution vis-à-vis de ça. Et puis, tu mets le piment, là, tu mets l'eau, tu fouettes bien. C'est ça. Princesse? Oui. C'est bon, hein, le temps est terminé. Oui, je voulais dire quoi? Si mon regard en princesse par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer, que oui, le système scolaire, ils sont en train de suivre un système scolaire de quelque part, que je ne cite pas le nom. La ministre, elle sait de quoi je parle. Mais dis-nous. Mais le pays sur lequel ils prennent exemple, c'est quel pays? Le système scolaire là qui veut appliquer que l'enfant ne doit pas redoubler, il doit passer seulement en classe supérieure. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu vas sur ce système-là, les enseignements sont consistants, les enseignants sont formés, les conditions d'apprentissage sont saines. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Gabon. Donc on ne peut même pas chercher à vouloir comparer ou aller dans ce sens-là. Même si ils ne sont pas à ce niveau, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Donc c'est bien de copier, mais il faut copier avec quelque chose de... Là vous avez le même niveau, mais là ils n'ont pas le même niveau, voilà. Moi je pense une chose, hein. C'est que indépendamment de ce que le colon peut nous imposer, hein, ces gens-là, ils ont compris une chose. S'ils veulent préserver le pouvoir de façon à se passer le relais entre ascendants et descendants, la seule chose, c'est de maintenir un système éducatif pourri en bas. Voilà. Ils ont l'argent public entre leurs mains, ils envoient leurs enfants dans les pays étrangers, apprendre dans les meilleures écoles, et ces enfants-là reviennent. Regarde la configuration du gouvernement, tu vas trouver des répliques de ça. Va regarder dans les grandes administrations, tu vas regarder, ce sont les enfants des gens là qui sont là. C'est eux qui gèrent les finances, c'est eux qui gèrent l'armée, c'est eux qui gèrent les directions générales, c'est eux qui gèrent les grandes sociétés publiques ou parapubliques. Mais parce que nous, on n'a pas les CV pour. On va regarder leurs CV, tu vas entendre qu'ils viennent à Harvard, ils viennent de Paris-Panthéon, ils étaient partout. La Sorbonne, ils étaient partout. Oxford. Mais je voulais quand même revenir sur la comparaison que Peace voulait faire. C'est-à-dire que même si on veut calquer sur le système éducatif français, parce que c'est de ça dont il est question, mais vous avez remarqué que les Français, plus tu évolues, c'est-à-dire que ils ont un système où effectivement l'enfant ne va pas reprendre. Déjà, je sais même pas pourquoi on dit ça, parce qu'il y a des enfants qui reprennent. Même en maternelle, là, il y a des enfants qu'on refait faire les classes des maternelles. Mais on demande. Pour avancer, laisse-moi avancer s'il te plaît. Donc pour avancer, leur système est conçu de manière à ce que on va prendre un enfant qui va commencer le CP, il va aller jusqu'en classe de CM. Quand il arrive en classe de CM, on va voir selon ses prédispositions vers où l'orienter. Et à chaque fois, on a comme l'impression que il y a comment on appelle ça, il y a un filtre en fait. Il y a des enfants qui vont aller selon leur capacité, selon leur faculté vers l'enseignement général et d'autres peut-être vers l'enseignement technique, mais c'est orienté. On ne laisse pas les enfants au bout d'un certain temps dans la nature comme ça, on ne sait pas ce qu'on en fait, ils ne sont pas convenablement enseignés et puis après ils arrivent en troisième ou en quatrième ou en cinquième, ils sont découragés parce que c'est compliqué les conditions, que ce soit à l'école ou à la maison, c'est complètement compliqué et ils se perdent dans leur cursus scolaire comme ça. C'est pas ce qui arrive souvent ici.
Ici, les enfants sont orientés en fonction de ce qu'ils peuvent ou veulent faire. Je ne sais pas si on comprend ce que j'ai envie de dire. Moi, je comprends très bien. Ils copiaient juste. Voilà. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils copient, ils font la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils copient juste quelque chose, mais ils ne savent pas quel système qui est mis en place. Ils ne sont classés nulle part. C'est pas comme si tu disais, par exemple, qu'ils disent qu'on est en 5e République. Alors qu'on n'est pas en 5e République, tu vois un peu, non? Mais ils ont copié ça quelque part. C'était juste dans ce sens que je voulais faire la comparaison, en fait. Pour dire, ils ont copié ça quelque part, mais ils ont mal copié, hein. Voilà. Ok, mais je crois que Tan Zhao est là depuis. Et puis après, c'est les téléphones de Noalan. Et après, c'est Wanamiche, je vais reprendre la parole qu'il a pris. Ok, merci. Bonsoir à tous. Wanamiche, bonsoir. C'est ta sœur que tu connais là. Voilà. Donc, moi, je dirais que toutes les positions qui sont prises, toutes les discussions qui sont prises à ce moment-là, dont nous parlons, sont toutes valides. Elles sont toutes valides simplement pourquoi? Parce que l'enseignement et la restriction de l'enseignement au Gabon n'a pas été refaite depuis les années 60. Ça n'a pas été revu. Ça n'a pas été refait. Moi, j'ai commencé l'école donc en 80. Donc, les années 90, je suis un enfant de 90 parce que c'est en 90 que j'ai eu mes 16 ans, que j'ai commencé à comprendre un tout petit peu ce qui se passait. Mais à ce jour-là, rien n'a changé. Donc, s'il ne restructure pas l'éducation, si le Gabon ne réajuste pas l'enseignement comment c'est fait, eh bien, il y aura toujours ce genre de problème. On va rester avec les enseignements, avec les enseignants. Le problème des enseignants. J'ai discuté avec plusieurs personnes, que ce soit du côté de Mayumba, Ndindi, Chibanga, Gamba, aussi un peu partout. Mais il y en a qui ne savent pas, qui ne savent même pas qu'ils ont eu des personnes qui ont été déléguées pour eux. J'ai demandé, est-ce que vous savez qui vous représente? Dans la Nyanga, ils ont nommé quelqu'un, mais plusieurs personnes dans la Nyanga, Moulengi, Binza, là-bas, ou à Moabi, ils savent pas qui est le représentant de là-bas. Et en regardant le documentaire qu'a fait monsieur Ibama, tout à l'heure, aujourd'hui, mais il a tout à fait raison. Il faudrait qu'il y ait un AG. Il faut qu'il y ait un AG. Il faudrait qu'ils se remettent encore, qu'ils se regroupent. Et leur inhabilité à trouver des négociants, des personnes qui peuvent aller négocier, au lieu d'envoyer les moureries qu'ils sont en train d'envoyer parce que c'est des moureries chétives qui ont faim, mais qu'ils essaient de trouver, moi je sais pas, même dans la diaspora, ils peuvent trouver des personnes qui peuvent aller négocier pour eux. C'est même pas question de négocier, puisque eux, ils ont un cahier de charge. Il suffit seulement de se mettre avec les gouvernants, ceux qui sont là, et se dire, bon, voilà, nous on va faire ci. Mais même ça, c'est même tellement difficile puisque le gouvernant, la 5e République ne respecte rien. Donc, que vaut la parole de la 5e République? Elle ne vaut rien du tout. Elle ne vaut rien du tout. Donc, il faudrait que les enseignants se remettent encore ensemble, qu'ils partent sur la base de l'AG et que peut-être qu'ils trouvent quelqu'un qui peut négocier. Il faudrait qu'ils demandent du renforcement. Il faut qu'ils demandent des conseils. Il faut peut-être aussi qu'ils se retournent aussi vers les institutions pour pouvoir trouver des personnes qui peuvent négocier pour eux. Parce qu'à cette allure-là, cette crise-là, ils s'en sortiront pas. Ils s'en sortiront pas. Les premières personnes qu'ils ont envoyées, c'est les gens qui ont reçu, qui sont devenus coca et taxi. La deuxième qui est partie, là, ce sont les moureries chétifs qui ont accepté. Et aussi, et avec ce gouvernement qui est tellement corruptible, parce que c'est lui qui corrompt tout le monde. C'est grave. La situation est grave. Donc, nous pouvons tout dire, nous pouvons tout faire. Il faudrait que bébé nation, là, naisse. Le bébé nation est là depuis les années 60. Le Gabon a 9 provinces. Donc, le bébé a en grossesse de 9 bébés. Parce qu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Il y a non qui marche peut-être pour les gouvernants, pour ceux qui mangent bien, pour ceux qui dorment bien, pour ceux qui sont bien véhiculés, mais pas pour ceux qui n'ont pas grand-chose. Là est le problème. Oligui Nguema devra se ressaisir. Au lieu d'essayer de corrompre les personnes, à donner 10 millions par-ci, 10 millions par-là, en se disant, vous voyez, ça, c'est ce qui est le problème du Gabonais. Ça, je le trouve, même moi-même, quand j'ai commencé à travailler là où je suis, je me suis retrouvé au même problème. Nous avons peur de la responsabilité et nous n'aimons pas prendre nos responsabilités. Alors, M. Oligui pense que, en essayant de tourner à gauche, à droite, le problème va disparaître. Mais le problème ne va pas disparaître. Le problème sera toujours là. Et donc, il faudrait qu'ils affrontent ce problème-là. Les enseignants qui ont besoin de leur salaire, les enseignants qui ont besoin de leur rappel, les enseignants qui ont été embauchés il y a moins d'1 an, qui n'ont toujours rien reçu. Mais comment peut-on précariser un peu
peuple qu'on se dit gouverner. Et surtout un pays qui ne manque pas de ressources. C'est quoi ce vampire? Un peuple qu'on dit avoir libéré. Et c'est ce qui fait le plus mal, hein? Mais c'est énervant. C'est énervant. Mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Princesse, avant que tu aies commencé le live, j'ai d'abord regardé un peu autour parce que je voulais commencer un live. Bon, j'ai quand même commencé. Tu verras même que je vous ai envoyé des invitations et tout ça. Mais bon, finalement, j'ai dû fermer pour venir ici. Pour se dire que bon, c'est le problème de tout le monde. Les enseignants, c'est eux qui donnent la connaissance. Les enseignants, c'est eux qui ont la connaissance. Parce que si vraiment, et au lieu de ces enseignants-là aussi, moi, je vais demander aux enseignants, arrêtez de faire la paresse parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de la paresse intellectuelle. C'est de la paresse intellectuelle. Ou alors vous êtes tous corrompus, ou alors vous voulez tous rester dans la précarité. Mais si vous décidez de faire que vous restez dans la précarité, ne nous appelez plus. Vous qui avez vos familles ici dans la diaspora, ne nous appelez plus quand vous avez vos problèmes. Ne nous appelez plus quand vous devez envoyer vos enfants à l'école. Parce que vous êtes incapable de mettre tout le monde ensemble. Mais qu'est-ce qui est difficile aux parents d'élèves? De se mettre en accord avec les enseignants. En fait, que les choses puissent s'améliorer et que l'enseignement puisse devenir plus. Imaginez une jeune fille qui est en grossesse, qui tombe en grossesse, qui arrête de prendre les cours. Vous pensez qu'au Gabon, ils vont se tracasser d'aller voir pourquoi cet enfant a arrêté les cours, pourquoi elle ne va plus à l'école? Et qu'est-ce qu'ils ont programmé pour elle? Rien du tout. Et ça, c'est de la paresse et c'est le manque de responsabilité. C'est le manque de responsabilité. Donc, enseignants, prenez vos responsabilités, remettez-vous ensemble, trouvez les bonnes personnes qu'il faut, même s'il faut que vous alliez vers les institutions, même si c'est international, trouvez des personnes qui peuvent vraiment aller négocier tout ce qui est dans le cahier de charge. Au lieu d'envoyer des individus, mais vous aimez être chosifié ou quoi? Il y a des petits endroits au Gabon, des petits villages où les écoles ont fermé. Les écoles ont dû. Les villages ont dû fermer. Ils étaient obligés de déménager de cet endroit pour aller à un autre endroit. Mais c'est pas normal. Et c'est pas un pays pauvre. Ressaisissons-nous, Gabonais. Sinon, nous allons disparaître. C'est mon mot de fin. Merci, Princesse, pour ce live. Merci. Merci à toi. Donc, les téléphones portables. Téléphone de Nolan, pardon. Bonsoir, Princesse. Bonsoir, le Bunker. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi, ce que j'aimerais dire principalement, c'est que dans les consciences collectives gabonaises, il y a des mots qui sont extrêmement graves. Où vous êtes? Merci. Je suis à Libreville, Gabon, Libreville. En ce moment, je suis au charbonnage. Dans l'inconscient collectif gabonais, il y a des mots qui sont graves. Il y a d'abord la traîtrise. Il y a, on va dire quoi? Il y a l'égoïsme et il y a un manque de patriotisme. C'est-à-dire que moi, je considère qu'au Gabon, l'argent gouverne le niveau intellectuel des gens. L'argent gouverne le niveau, on va dire quoi? Le niveau de... Qu'est-ce que je vais dire en fait? Le niveau de moralité des gens. Et au Gabon, on n'a pas ce souci de mener des combats intergénérationnels. C'est-à-dire, ce que je fais là, c'est pour que 3 générations après moi, on profite. Parce qu'en vrai, je vais simplement citer l'ancien premier ministre Casimir Oyemba qui avait dit que l'argent gaspille mon pays. Parce que je ne peux pas comprendre que les personnes qui sont lettrées, je considère que les enseignants du Gabon sont au minimum lettrés, pour certains même au maximum très lettrés, que pour un problème qui est simple, où peu importe la puissance de l'État gabonais ne peut pas faire qu'en 2 mois, il remplace tous les enseignants d'un pays parce que les enseignants ne veulent pas faire ce qu'ils demandent. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau où ils sont en position de force. Ils ont la réflexion, ce sont des lettrés. Mais c'est étonnant de voir que des personnes qui ont ce niveau de réflexion, quand ils arrivent face à leurs gouvernants, ils se mettent à poser des actes qui sont à la limite risibles. Parce que l'histoire va juger ça en fait. Le 90 aujourd'hui, c'est près de 35 ans où on est toujours en train de ressasser les mêmes problèmes au niveau de l'éducation. Attends, c'est comme on disait, de base, on part à l'école, il y a des matières qu'on va valider facilement. Il y a des matières qu'on valide facilement. Le problème de l'éducation nationale n'est pas seulement sur les enseignants. C'est un problème qui va d'abord sur la qualité de la formation des jeunes Gabonais. Parce que, qu'on le veut ou pas, ce pays ne sera pas transformé par ceux qui sont là. Ce sont les générations suivantes qui vont venir après nous, qui vont transformer ce pays parce qu'ils auront été bien instruits. On aura des bons ingénieurs, on aura des bons politiciens, on aura des bons juges, on aura des bons, on va dire quoi, des bons inspecteurs des impôts. Mais comment voudrez-vous que ces personnes-là puissent venir on puisse former ce genre de personnes si l'enseignant qui est censé inculquer les valeurs morales
des valeurs de travail, des valeurs de patriotisme, et léser dans l'expression de son travail. Forcément, il fera ce travail avec nonchalance parce que chez lui, à la maison, il a du mal à joindre les deux bouts. Et du coup, c'est un pays qu'on est en train de gaspiller. Simplement. Parce qu'on considère que 3 millions, 1 million à une réunion qu'on va te donner parce que tu as dit oui à ce que tu trouves qui n'est pas normal, c'est plus que le Gabon en fait. C'est ça le vrai problème. C'est de se dire que qu'est-ce que le Gabon deviendra demain à cette allure où l'éducation des générations futures est prise avec autant de légèreté. C'est ça le véritable problème. Plus de 35 ans, on est en train de revenir sur les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans un pays où la matière grise se fait rare. Les compétences se font rares pour résoudre un problème qui est basique. Or, on a suivi des procès où on nous fait comprendre qu'il y a des gens qui avaient des contrats de 2 milliards parce qu'il a juste signé un contrat avec une société pétrolière. Et si on comptabilise tous les coca qui se sont distribués de 2009 à aujourd'hui, ça résout largement les problèmes des Gabonais dans le domaine de l'éducation. Et moi, c'est ce qui me touche le plus. C'est de voir que les personnes qui sont lettrées viennent à se ridiculiser autant. Et ça se voit même dans leur déclaration qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux. Mais comme ils n'ont pas le choix, ils préfèrent vendre le pays. Ils préfèrent vendre les générations futures pour telle chose, pour telle ceci. On n'a pas de personnes qui pensent au Gabon de demain. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Moi, vraiment, si les enseignants considéraient en profondeur on va dire quoi, la notion, en fait, le combat noble qu'ils sont pour le mener, moi je crois qu'ils devaient garder leur position. Tout ou rien, c'est le numéro 1. Numéro 2, il y a une personne qui citait que les parents doivent se mettre à participer. Mais quand les parents verront 3 mois passer sans que leurs enfants partent à l'école, ils sont obligés de manifester, obligés. Là, pour le moment, c'est parce que ça fait encore un mois. Et ils voient ça que bon, ça fait un mois, 3 semaines, c'est rien. Quand un parent d'élève verra que cette année, mon enfant va perdre 1 an de sa vie inutilement parce que mes dirigeants ne veulent pas prendre le problème au sérieux, tout le monde sera obligé de parler. Donc c'est juste aux enseignants de garder le tempo pour que la population suive. C'est simplement ça. Pas pour leurs propres intérêts, mais pour l'intérêt du Gabon de demain. C'est simplement ça en fait. C'était simplement mon avis sur la question. Merci. Normalement, c'est moi maintenant. Oui, mais je pense que Carmélia disait qu'il reste 2 semaines avant que... Oui. Parce que décrète l'année blanche, non? Oui, il fallait 32 semaines, effectivement. Ah, 2 semaines. Je peux prendre la parole. Oui, Alta, mais normalement, Owen Amiche, si vous voulez dire quelque chose? Oui, si tu veux parler, mon Amiche. Tu n'avais déjà pas... Enfin, bon. Vas-y, Erwan. Vas-y, rapidement, si tu as... Vas-y, Alta. Apparemment, il n'est pas là. Je suis là, mais vas-y, Esther. Oui. Alta. En fait, moi, j'allais renchérir à ce que il y a un jeune qui a parlé tout à l'heure des élèves. C'est-à-dire que quand on parle d'enseignement, en fait, il y a 2 acteurs qui interagissent. Il y a les enseignants et les élèves, effectivement. C'est la performance des enseignants qui va agir sur la bonne formation des élèves. Et depuis que la grève a commencé, bien sûr, il y a le volet administratif qui concerne les enseignants, mais pas que la corporation des enseignants, parce qu'il y a aussi la santé qui est en colère. Et Oligui, ce qu'il fait depuis quelques semaines, il étouffe en fait, puisqu'il reçoit là, il a reçu encore les syndicats de l'enseignement supérieur, il a reçu les syndicats du ministère de la Santé, publiquement, en communiquant même officiellement, alors que les enseignants, il les a reçus. Et du pétrole aussi, hein. Voilà, du pétrole. Donc, il y a ce problème concerne tous les fonctionnaires. En fait, il ne fait que gagner du temps. Mais, dans tout ça, moi, à aucun moment, je n'entends parler d'un programme de construction de salles de classe. Parce qu'il y a les 2 volets. Parce que, imaginons même que dans un monde idéal, on arrange les situations de tous ces enseignants-là par miracle. Mais ils vont retourner dans des salles de classe de 150, 200 élèves. Ils vont retourner. Moi, personnellement, je suis pas enseignante, mais par mon travail, j'ai eu une fois à intervenir dans des lycées publics. Imaginez le lycée de Nzanyon ou le lycée de Lumi. J'ai eu à intervenir là-bas, aller faire passer des examens pour le brevet et le bac et tout. Mais je vous jure que quand vous entrez seulement dans la salle de classe, même les terminales, moi, par exemple, quand j'étais à Raponda, au fur et à mesure qu'on avançait en niveau, les effectifs baissaient un peu. Mais je vous jure que dans ces lycées-là, même en terminale, vous avez des terminales de 100, 150 élèves. Et depuis qu'on parle là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, non seulement ils sont incapables de résoudre ce qui pourrait motiver au moins les enseignants à se battre avec leurs 100 ou 150 élèves, mais je n'entends même pas parler d'un début de programme. Je ne sais même pas si dans la loi des finances, il est prévu la construction
de nouvelles salles de classe. Ne serait-ce que des salles de classe, parce que moi j'estime que dans tous nos établissements là, il y a assez d'espace où on pourrait ne serait-ce qu'ajouter même une salle de classe par niveau. Au minimum 2 salles de classe par niveau. En plus de recruter, de lancer aussi un programme de formation et de recrutement des enseignants. Donc moi je vous dis 2026 là, en tout cas, comme disait quelqu'un, les enseignants ont une force dans leurs mains. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients de ça. Ils n'en sont pas conscients en fait. Ils ne sont pas conscients que là c'est le moment. C'est le moment non seulement pour les enseignants, mais pour tous les fonctionnaires, parce que trop c'est trop. Moi je parle en tant qu'ancienne fonctionnaire, tout ce que les enseignants décrivent là, même les présalaires là, c'est pas seulement dans l'éducation nationale, et même dans la santé, dans tous les ministères bracata, sauf la justice et leur ministère comme les finances, leur ministère préféré. Mais dans tous les ministères, moi j'ai eu à travailler avec des infirmières diplômées d'État, pas aides-soignantes. Hein. À l'époque, il y avait encore l'ENSAS, l'École nationale d'action sociale et sanitaire, qui formait les infirmières diplômées d'État. Infirmières diplômées d'État, pré-salaire 80K. Vous imaginez un peu? Donc cette histoire de pré-salaire, moi-même je suis passé par le pré-salaire. Donc cette histoire de pré-salaire illégal là, c'est tous les ministères. Donc, c'est pas seulement les enseignants qui doivent porter ce discours-là. Et ce qui se passe avec les enseignants, c'est comme un laboratoire. C'est-à-dire que toutes les autres corporations-là doivent bien suivre l'affaire des enseignants-là pour savoir eux-mêmes à quelle sauce ils seront mangés cette année s'ils ne se lèvent pas. Parce que il y a des gens qui sont assis, qui se disent non, ça ne nous concerne pas, non, ça ne nous concerne pas. Ou bien comme le Gabonais, dès qu'il a un petit quelque chose, ils se sont déjà, non, arrivés. Ah non, ça concerne tout le monde. Les autres ministères là, même la santé, qui avait déjà déposé un préavis, qui a été reçu. Je suppose qu'ils ont aussi eu le taxi là-bas. Je ne sais même pas si ceux qui ont été reçus étaient vraiment représentatifs de ceux qui sont vraiment en colère dans la santé. Mais il faut que tous les 100 000 ou 113 000 fonctionnaires là, sachent déjà à quoi ils seront mangés. Sachent déjà à qu'avec ces gens-là, ils ne doivent pas s'attendre à quoi que ce soit. Il n'y a aucune volonté de régler cette situation-là. Parce que ça ne les arrange pas. La situation financière du pays est catastrophique. Ils ont mis les caisses de l'État à terre. Et le peu d'argent qui reste, ça doit être seulement pour eux. Et si les gens, 2026, là, je dis les Gabonais, moi je ne souhaite pas une année blanche. Hein. Moi j'étais élève, franchement, je n'avais qu'une envie, quand l'année finissait, c'était d'avancer. Mais quand tu vois le niveau aujourd'hui, quand tu vois, et même le niveau des enseignants, tout a baissé. Je vous dis que même le peu, il n'y a pas eu de réforme certes, mais même le peu qu'on avait, le peu de culture générale que les enfants avaient, tout le niveau a baissé. Même les enseignants, tu entends des enseignants qui te parlent en lui, je la dis, je la parle, je lui appelle. S'il n'y a pas une remise à place sérieuse du système éducatif au Gabon, alors là, on ne va pas s'en sortir. Regardez même Camélia qui va manger les bédoums et les laits caillés. Même ce volet... On appelle ça bolingo, les bolingo. Voilà. Même moi, le volet médical de ça m'interpelle. Quel message on envoie au monde? C'est-à-dire un pays où déjà les gens ont du mal à s'alimenter. Le message qu'on envoie au monde, c'est qu'on est incapable même d'assurer l'alimentation correcte des élèves. Elle prend plaisir à venir manger des bédous, mais les laits caillés. Les laits caillés. C'est la matrice. On est en train de montrer. C'est la matrice. Elle voulait pas dans les enseignants qu'on apprend. C'est ce qu'elle voulait faire voir. On est incapable de construire des cantines scolaires. On est incapable. Même si ces mamans-là doivent continuer à vendre les gâteaux, il n'y a pas de problème. Mais dans quelles conditions? Un élève se prend dans toute sa dimension. Et voilà, et si les fonctionnaires ne comprennent pas que c'est le moment, en tout cas, Aluema Meroro. Voilà. Oligui, en tant que sauveur, vraiment Oligui, en tant que sauveur. Oligui n'a fait l'école, princesse. Oligui a fait quelle école? C'est normal. Non, je dis, Oligui en tant que sauveur, je ne dis pas Oligui en tant qu'intellectuel, je dis que Oligui en tant que sauveur du Gabon. Vraiment. Est-ce que ça devait être sous la contrainte qu'il devait penser aux enseignants, au corps médical? Vraiment. Il a dit que l'une des raisons qu'il a avancé était que le système dans son entièreté était pourri et que lui, il était venu restaurer ça. Vraiment. Hein? La question des enseignants, les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession, le corps médical, etc., etc. Mais Oligui devait premièrement régler ces problèmes-là.
Non, ça refonder le système éducatif de notre pays, refonder le système sanitaire de notre pays. Mais enfin, c'est la base. Ça ne le préoccupe pas. Lui, ce qui le préoccupe, c'est ses mariages, c'est construire des châteaux des châteaux en son nom, des villes en son nom. C'est la base. Voilà. Attends, s'il te plaît. Bref. On ne peut pas arriver dans un pays où on dit que les gens ont souffert sous Ponce Pilate, que moi je suis venu vous libérer. Et puis, 1 an, 2 ans, bientôt 3 ans, les Gabonais continuent de vivre dans une précarité extrême. On est même monté d'un cran, en fait. Je sais pas si on va dire descendre, on est descendu ou on est monté, je sais pas. Mais entre ce que les Gabonais vivaient à l'époque d'Ali et ce que les Gabonais vivent aujourd'hui, mais c'est un fossé, il y a un fossé énorme. Mais on ne comprend pas on ne comprend pas la logique d'Oligui. C'est quoi exactement l'objectif ou l'utilité qu'il ait fait son soi-disant coup d'État? Et quand on leur dit ça, ils vont nous dire que ouais, mais Oligui l'a hérité de 14 ans de gouvernance. Mais pendant que nous y sommes, ajoutez les 42 ans de Omar Bongo. Parce que déjà, avant même qu'Ali Bongo n'arrive au pouvoir, le système éducatif, déjà, il était malade. Et quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, on sait qui a foutu la merde au niveau de l'éducation nationale. Moudunga, qui était premier ministre, il en sait beaucoup. Il en donne une grande responsabilité de ce qui est arrivé à l'éducation nationale dans notre pays. Et c'est des individus comme ça qu'Oligui, il dit qu'il est venu sauver le Gabon et il nous ramène des individus comme Moudunga, qui n'est même pas capable de proposer une seule solution à la merde qu'il a causée en tant que ministre de l'Éducation nationale. Et vous avez une dame qui ne fait que manger, passe son temps à manger, comme je sais pas, comment on appelle l'animal qui mange beaucoup là? Hein? Elle ne passe son temps qu'à manger. Les problèmes de l'éducation nationale, c'est pas son problème. En dehors de manger, ce qu'elle sait faire d'autre, c'est le kunabélisme. Elle ose venir à la télévision dire que, vous savez, quand j'ai été nommée ministre d'État en charge de l'éducation nationale, je n'ai ménagé aucun effort à prendre à bras le corps le dossier des revendications de l'éducation nationale. Mais mon Dieu, on aurait dit qu'elle avait été nommée en décembre là, ou en janvier quand Oligui a fait son gouvernement. Or, la dame, elle est là depuis 2020. Elle est là depuis 2020. Depuis 2020, ministre d'éducation, ministre délégué à l'éducation nationale. 2022, ministre plein à l'éducation nationale. Madame, qu'est-ce que vous avez fait? On va vous dire ça, vous allez dire que Billy Biza a dit que c'est monté, c'est descendu. Oh, tout le mal que Billy Biza a fait au Gabon. Est-ce que vous estimez le mal que cette dame-là a fait en 6 ans à l'éducation nationale? Mais l'éducation est le pilier d'une nation. Est-ce que vous imaginez les dégâts que ces choses-là ont causés? Et Oligui dit qu'il est venu sauver les Gabonais. Et il reprend les mêmes personnes qui ont causé du tort aux Gabonais. En tout cas, en ce qui concerne, par exemple, l'éducation nationale. Et il nous ramène ces gens-là. Et, soudainement, ces personnes-là deviennent comme des blanches colombes. Des personnes qui n'ont jamais existé avant Oligui. Et quand on dit ça, on dit non, vous êtes aigris. Non, vous êtes un peu trop exigeant. Mais quand Oligui est arrivé, il a fait des déclarations. Aujourd'hui, vous dites que Oligui a hérité de la dette de l'État, de la dette, je sais pas, intérieure et quoi, je sais pas de quoi que vous racontez souvent là. Il a hérité de ça. Sauf que Oligui, quand il est arrivé, il a fait une déclaration pour dire que il a trouvé la dette, certes, mais qu'il a payé toute la dette. Maïs Mouissi a fait des déclarations pour nous expliquer que la dette avait été totalement payée. Vous nous parlez de quelle dette? Vous nous parlez de quelle limitation budgétaire? Vous avez fait des grandes annonces. Maintenant, quand on vous dit que, bon, comme on juge le maçon au pied du mur, maintenant que vous êtes au pied du mur, démontrez-nous un peu de quoi vous êtes capable. Vous dites que, ah ben non. Et en fait, mais dites une bonne fois, faites une déclaration honnête, et puis dites aux Gabonais qu'en réalité, on vous avait menti. Toutes les déclarations que nous avons faites pour vous emmener à nous voter, elles étaient basées sur du faux. On est venu vous manipuler. Tout ce qu'on vous a raconté pour diaboliser Ali Bongo, pour diaboliser Sidia Bongo, pour diaboliser Noureddine, n'était que des tissus de mensonges, dites-le. Comme ça, au moins les Gabonais, on saura que vous avez menti. Donnez-nous l'état exact des caisses de l'État. Vous en êtes où? Ce qui serait surprenant, c'est d'apprendre que le Gabon n'a pas d'argent. Parce que ce n'est pas vrai. Si le Gabon n'avait pas d'argent, Oligui n'aurait pas mis 400 milliards pour construire un nouveau palais présidentiel. Si le Gabon n'avait pas d'argent, Oligui n'aurait pas donné 12 milliards à ses femmes chaque année pour financer leur comment vous appelez ça? Leur fondation. Si le Gabon n'avait pas d'argent, Aurélien Mintamine Kema ne se serait pas permis de facturer à l'État 1 kilomètre de route bétonnée à 800 millions. Il en a fait pratiquement 10 ou 15 comme ça. Faites 800 millions fois 10 ou 15. Vous trouvez l'argent que Aurélien Mintamine Kema a mis dans sa poche.
Quand les experts nous disent que, en réalité, le kilomètre... Princesse, on peut rajouter la vente de l'hôtel Le Pozo di Borgio par Oligui Nguema. Voilà. Ils sont arrivés au pouvoir. À plus de 100 milliards. Oligui fait des voyages. Oligui, ses copines, ses femmes ont des maisons. Elles sont payées à coups de millions, assises à la maison Ngori. Oligui a financé sa campagne présidentielle à hauteur des milliards. On ne peut pas nous dire que le Gabon n'a pas d'argent. Oligui, tu as une sirène qui te visite la nuit. À qui tu remets l'argent du Gabon? Dites-nous un peu. L'argent est où? L'argent même, c'est un autre volet. Vous avez dit que quand vous êtes arrivé là, Ali Bongo a gelé les entrées à la fonction publique. Et que vous êtes venu dégeler ces accès-là. Combien est-ce que vous avez intégré à la fonction publique depuis que vous êtes arrivé, en dehors des militaires que vous prenez? Et puis, Laurence Ndor est venue nous dire qu'elle a octroyé 100 postes budgétaires aux agents de la communication. Sur une population qui est à un taux de chômage je sais pas, évalué à 40% par là. Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire le taux de chômage au Gabon? Vous nous parlez de l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, Oligui a pris toutes les sociétés BTP là, que ses copines ont par-ci par-là. Ça, ces petites filles-là qui octroient des marchés de construction au Gabon. Les Gabonais qui sont là, qui cherchent de l'emploi, vous leur dites que, ah ben non, finalement, quand on était venu vous dire que on pouvait recruter à la fonction publique, là, ben écoutez, non, on a fait l'inventaire des postes et puis on s'est rendu compte que, en réalité, il y a pas de poste budgétaire pour vous. Donc, allez-y entreprendre. Il nous a amené les tuk-tuk. C'est plus les tuk-tuk, c'est maintenant que, oh non, j'étais à Dakar, même celui qui a la licence, celui qui a le master, celui qui a le doctorat, fait le taxi. Il faut faire le taxi. Clochardiser. L'intention d'Oligui, c'est de clochardiser les Gabonais. Lui, sa vie, il a mené une vie de pauvre. Là où il vit à Barakunda, là où on est parti casser quand ça met dans ses rêves. Voilà la vie qu'Oligui a décidé d'offrir aux Gabonais. Et les Gabonais, ils sont contents de ça. Les Gabonais ont dit, oye, Oligui, notre sauveur. Parce que même quand vous allez voter Oligui, qu'est-ce qu'Oligui avait déjà fait pour vous, les 93 ou 95% qui allaient voter pour Oligui? Qu'est-ce qu'Oligui avait déjà fait pour vous? Je suis complètement choqué de constater aujourd'hui que même les enseignants viennent se plaindre, que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants, qui quand Oligui venait demander leur suffrage là, avaient déjà les problèmes qu'ils présentent aujourd'hui. Donc vous n'avez même pas été fichu pour votre propre avenir de conditionner Oligui, pour dire à Oligui que on va faire un pacte. Tu veux qu'on aille te voter? Il n'y a pas de problème. Puisque vous avez reçu dans je sais pas, les stades ou bien quoi. Ok, signons un protocole d'accord. C'est depuis là-bas que vous devez signer un protocole d'accord avec Oligui qu'on va te voter. Quand on finit de te voter là, tu fais quoi pour nous? Où sont les postes budgétaires? Tu nous promets combien de postes budgétaires? Mets ça sur papier. Il aurait menti, il a menti aux agents du secteur pétrolier. Il a promis. Mais il a menti aux agents du secteur pétrolier. Est-ce que les agents du secteur pétrolier ont dit à Oligui que voilà nos conditions, voilà ce que nous avons comme problème? Qu'est-ce que tu nous promets avant qu'on aille à te voter? Qu'est-ce qui a été dit concrètement? Rien du tout. Ils étaient là comme hypnotisés, en train d'applaudir Oligui. Quand nous on faisait des lives pour dire que attention, ce monsieur-là ne va absolument rien apporter aux Gabonais. Quelle est la condition qu'ils ont donnée à Oligui avant d'aller voter Oligui? Et c'est une des raisons pour lesquelles Oligui a ramené l'élection de août en avril, parce qu'il savait que le piège était là. Il n'y a que vous qui ne verrez pas le piège. Pourquoi subitement il a dit que non, finalement on n'ira plus l'élection en août, on fera l'élection en avril? Parce qu'il savait que s'il arrivait jusqu'en août, on aurait certainement découvert, pour ceux qui ne l'avaient pas encore découvert, que c'était le plus grand menteur que le Gabon n'ait jamais connu sur Oligui. Je n'ai jamais vu un Gabonais qui ment comme Oligui. Et même là encore, il était tout dernièrement à Makokou. Vous souffrez. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas d'emploi. Qu'est-ce qui peut vous motiver? Aller accueillir Oligui à l'aéroport, danser pour quelqu'un qui n'a rien à foutre. Il n'a aucun égard pour les Gabonais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, malgré ce qu'on est en train de dire là, malgré ce que les Gabonais vivent, demain si Oligui c'est là, il part faire le sport, il met le jogging, il met le survêt, il va commencer à courir, jouer au con. Et il y en a qui vont aller écrire que, oh, le président, il est grand, hein, il est élégant. C'est quoi qui vous prend? Ça vous prend par où? Vous n'avez pas d'objectif dans vos vies? Il y en a même qui ont découvert qu'ils n'avaient aucun avenir au Gabon. Ils sont partis du Gabon. Donc, vous êtes au Gabon. Vous avez un tintin comme Oligui, qui passe son temps à vous mentir. Au lieu d'aller vous plaindre pour dire que, Oligui, tu nous as promis la libération. Tu nous as promis l'emploi. Où est l'emploi là? Dis-nous là où est l'emploi. Vous partez vous mettre à la présidence là-bas. Ce que vous faites, c'est venir combattre les enseignants. Ce que vous faites, c'est aller derrière la maison pour aller vous entendre les pactes de sorcellerie pour maintenir
le plus grand nombre des Gabonais dans la précarité. On peut être méchant comme ça. La présence d'Oligui au Gabon, hein, je vous le dis, c'est la chicotte de Dieu pour les Gabonais. Parce qu'on est un peuple très peu exigeant. Et sur les questions sur lesquelles on devrait se révolter, on en rigole. On prend ça à la légère. Marcel Ibama vient vous dire qu'il a été kidnappé. Les Gabonais, ils viennent rigoler de ça. On est trop léger, spirituellement, physiquement. Nous sommes trop légers. Et Oligui, c'est la chicotte de Dieu pour les Gabonais. Le jour où on va se réveiller, Oligui ne sera plus au Gabon. Oligui partira du Gabon. Parce que nous avons tellement de raisons de faire partir ce monsieur-là. Mais quand je vois des gens qui vont sur la page de la présidence de la République aller écrire des bêtises. Il y a combien de Gabonais qui mangent correctement au Gabon? Ils ne sont pas plus de 5 000. Je suis même gentil, je vais dire 10 000. Mais au Gabon, nous sommes combien? Nous sommes près d'1 500 000. Sur 1 500 000, s'il y a 200 000 qui mangent bien, le reste là, ils font comment? Et vous faites comment pour être pauvre? Vous faites comment pour ne pas vous laver tous les jours? Vous faites comment pour dormir dans l'obscurité? Et aller vous asseoir avec des gens qui mangent convenablement? Et décider que, d'accord, on va signer un protocole d'accord pour que vous qui avez l'habitude de manger, vous continuez à manger et que nous qui souffrons, nous continuons de souffrir. Vous faites ça comment? Non, mais les choses du Gabon peuvent rendre les gens fous, en fait. Voilà pourquoi moi, je ne fais plus beaucoup de lives, hein, parce que je me rends compte que, mon Dieu, si tu veux pas te battre pour ton voisin, mais bats-toi pour toi, ça dit que assieds-toi un instant et réfléchis à ta vie. Dis-toi que celui qui est président là, qu'est-ce qu'il m'apporte véritablement? Qu'est-ce que je gagne avec lui? Quand tu as répondu à cette question, tu arrives à la conclusion que Oligui n'a rien à faire à la tête du Gabon en réalité. Parce que le problème n'a jamais été Ali Bongo. Et aujourd'hui, Oligui nous fait la démonstration que dans ce pays, le problème n'a jamais été Ali Bongo, ni même Omar Bongo. Le problème, c'est nous les Gabonais et le laxisme dont nous faisons montre. Voilà le véritable problème des Gabonais. Oh non, Billy Bizet, il a le message, mais c'est pas l'homme idéal pour donner le message. Oh non, Billy Bizet. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Le problème, c'est votre conscience. Les enseignants, vous êtes à combien? Près de 25 000 enseignants sont en situation d'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'à vous seuls, vous avez libéré le Gabon. À vous seuls, les enseignants, vous avez libéré le Gabon. Parce que sous d'autres cieux, il y a des dirigeants, il y a des présidents qui sont partis. Et leur départ a commencé par un mouvement d'humeur comme celui que mène aujourd'hui l'enseignant dans notre pays. Vous êtes là chez vous, vous n'avez pas d'électricité pendant une semaine. Votre nourriture se gaspille. Déjà, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de quoi vous acheter à manger. Le peu que vous avez là. La SEG fait n'importe quoi, personne ne dit rien. On vous pose des questions, oh non, le pays est bizarre. Et ça devient, je sais pas, un gag ou une gag, je ne sais pas comment dire ça, ça devient une blague en fait. On rigole de ça. Oh, le pays est bizarre, les gens rigolent. C'est incroyable. Moi, je suis encore jeune, et pas avoir la tension. Voilà pourquoi vous voyez, j'ai dosé. J'ai dosé. Parce que, depuis 3 ans, nous disons les mêmes choses. Nous n'avons plus rien à prouver. Nous n'avons plus de grandes démonstrations à faire. Le temps a fini par nous donner raison. Le temps a fini par nous donner raison. On a fait la démonstration qu'Oligui, c'était mythomane, mais patenté. La maladie d'Oligui sur le mensonge, ça dépasse même la mythomanie. C'est une pathologie que, je ne sais pas. L'ordre des médecins doit s'asseoir pour déterminer ce qui arrive à Oligui comme pathologie. Nous avons démonté pièce par pièce Oligui. Le reste, c'est à la conscience de tout Gabonais. On ne va pas faire les débats de midi à 14h, se venir se gosier ici là pour bavader. Non. On observe. Les enseignants, si vous baissez les bras, vous allez vivre 10 autres années de précarité. Et personne ne vous viendra en aide. Personne ne vous viendra en aide. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes comme la locomotive. C'est vous la tête de train. Et les autres observent ce que vous faites. La santé est là, ils vous observent. Les pétroliers, ils sont là, ils vous observent. Donc, si vous baissez les bras, si vous laissez corrompre, vous avez tué tout le Gabon entier. Parce que les autres vous observent. Tant que vous n'avez pas gain de cause, en réalité, c'est-à-dire que personne ne devrait vous dire ça. Vous n'avez pas gain de cause, vous restez chez vous. Ça n'a rien à voir avec la rébellion. C'est légitime. On ne va pas faire 1000 discours pour ça.
Nous, quand on parle de ça, on dit qu'on fait de la récupération, qu'on est les enfants maudits, qu'on veut déstabiliser le Gabon. On nous dit que, oh oui, on a une intelligence avec les Suisses ou bien les qui, je ne sais pas trop quoi, pour déstabiliser Oligui. Mais quand Oligui refuse de satisfaire les doléances des enseignants, du corps médical, des pétroliers, là, vous ne voyez pas que c'est une déstabilisation, c'est une auto-déstabilisation. Vous ne voyez pas ça. Ce que vous voyez, c'est les commentaires. Et ce sont les revendications. C'est ce que vous qualifiez de déstabilisant pour le pays. Mais l'attitude d'Oligui, ce fou, avec sa tête de Krillin, lui-même les actes qu'il pose, vous ne voyez pas que c'est des actes d'auto-déstabilisation. C'est-à-dire que lui-même il pose des actes pour se déstabiliser lui-même. Vous ne voyez pas ça. Oh non, pourquoi les enseignants font grève? Pensez aux élèves. Ah bon? Donc eux, ils n'ont qu'à penser aux élèves. Ils vont prendre la craie pour aller écrire au tableau. Ils n'ont pas mangé depuis 3 jours, 4 jours. Est-ce que vous ne savez pas qu'avant qu'ils n'entrent en grève, là, il y a au moins 10 ou 15 enseignants qui sont tombés dans les salles de classe et qui sont décédés? Vous ne savez pas ça? Les mecs qui vivent sous pression. Les mecs qui vivent dans des maisons où, même à l'époque coloniale ou bien à l'époque de la pierre taillée, les gens ne vivaient pas dans ces conditions. Les mecs qui sont pas bien dans leur tête. Ils arrivent, ils ont même des problèmes de foyer parce que la femme l'a déchargé parce que depuis 5 ans, il n'a pas le salaire. Il est là, il a une famille disloquée, il n'a aucune stabilité, même sociétale. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, il n'a aucune stabilité. Le mec, il est déstabilisé dans la tête à tous les niveaux. Il arrive devant les enfants, il tombe, crise cardiaque, il est parti. À cause des conditions dans lesquelles il vit. Et vous ne pensez même pas à ces enseignants-là qui sont décédés juste avant votre entrée en grève. Vous allez vous mettre avec le diable, celui qui refuse de vous permettre également de vous épanouir. Vous ne quémandez pas. Hein. Tout travail mérite un salaire. Vous avez en face de vous un individu, un brigand, un pirate, un faussaire qui vous prive de vos droits. Quand bien il est venu dire qu'il est venu pour libérer les Gabonais. Il vous prive de votre liberté. Et vous allez discuter de quoi avec lui? C'est tout ou rien. Et Oligui est capable, il peut le faire. Et il doit le faire. En tout cas. Princesse, moi j'ai regardé quand même le truc de Carmélia. Il y a quelque chose que j'ai constaté quand même dessus, c'est qu'elle avait présenté à la télé. Elle parlait de machin. Donc en gros, tout ce qu'ils ont proposé, c'est les pré-salaires. Ce ne sont même pas les salaires, en fait, en gros. Parce que là, je vois mise en solde des sortants d'école N7, oui, oui. Mise en pré-salaire des sortants ENIL et NIF. Mise en solde, mise en pré-salaire encore des sortants des matières scientifiques. Mise en pré-salaire. Donc, en fait, c'est que les pré-salaires, quoi. Mise en pré-salaire des enseignants, anciennement appelés bénévoles. Mais ça, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais je me demande, les gens, ils sont sérieux. Et donc, quand tu dis les 4000 personnes, là, qu'on parle de régularisation des situations administratives. Donc, dans les 4000, normalement, c'était 6574. Ça veut dire que, donc, on a fait sauter 2574. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont plus prioritaires que les autres, quoi. Et même là encore, il y a le problème. Donc, pré-salaire pour tout le monde, ce n'est pas toujours le salaire complet. Ils doivent payer aux gens leur salaire. Non, mais elle est effrayante, cette dame-là. Je sais pas comment. Il y a également les rappels soldes, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. Donc, voilà. tout ce qu'ils sont en train de faire là, en fait, c'est juste pour pousser aux enseignants à reprendre des cours et tout. Il n'y a pas de volonté de régulariser la situation des enseignants. Ils veulent juste tuer la dynamique, le mouvement, et puis voilà. Ils veulent ramener les enseignants dans les salles. Ça revient à ceux qui ont dit l'âge de samedi, tout avait sorti un montant de 15 000 milliards. On en revient, ils ont mis sur la table 16 000 milliards par rapport à ce que j'ai vu dans le protocole. Donc, en gros, ils étaient venus dire que leur truc arrêté, et les gens sont partis seulement valider ça, en fait. C'était de foutage de gueule. Mais c'est effrayant, ce pays-là. Non, mais après, ce sont les enseignants aussi qui sont les 9 qui sont partis là, qui vont enseigner toutes les provinces, chacun dans sa province, prendre toutes les classes. Ils n'ont encore rien vu. Mais là, ils se foutent de la gueule des gens, d'une personne qui est stagiaire pendant 12 ans, 13 ans. Et on dit ils disent carrément les bénévoles enseignants. Ça, c'est l'exploitation, c'est le vol, c'est l'escroquerie, c'est la sorcellerie. Et pendant ce temps, tu prends ton salaire avec les milliards, tu es tranquille. Pardon. Info, faut prendre, parce que là, ce pays-là. Info. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je pense que
princesse avait plusieurs fois interpellé. Elle a évoqué plusieurs points. Il y a une seule chose que moi j'aimerais juste signaler, c'est la déception totale de toutes ces personnes qui ont été envoyées ou mandatées pour représenter le mouvement des SOS. Et moi je suggère même pour ma part, pour ces Gabonais qui m'écoutent, pour le corps enseignant, pour nous parents d'élèves, c'est d'annuler même encore d'envoyer des personnes qui sont corrompues. Parce que j'ai l'impression de voir que chaque fois qu'on nomme une personne pour aller, lorsqu'ils arrivent en Banja, tous sortent là-bas avec les sourires hypocrites, ils ne donnent pas des choses convaincantes et rassurantes au corps enseignant des autres provinces, y compris de la capitale ici. Qu'est-ce qui nous étonne? Le problème du Gabonais, c'est nous-mêmes. Et j'ai la ferme conviction, c'est comme si en fait on nous mettait quelque chose de spirituel dans les châteaux du monde du Gabon pour avoir l'aveuglement spirituel, parce que nous sommes trop dans la bêtise. Comme on pouvait dire, princesse, une phrase est sortie d'un père de famille écœuré, qui a peur. Il dit, votre pays devient bizarre, s'il vous plaît. Et on a pris cette phrase-là comme un jeu. Mais pourtant, ça a une grande profondeur. Ça nous interpelle vachement. Mais on fait de ça maintenant un challenge. Les comédiens passent sur ça. Tout le monde est sur cette blague. Mais pourtant, c'est un message profond. Oh, s'il vous plaît, votre pays est bizarre, je ne veux pas parler. Nous bénissons l'Éternel pour la sortie de ces deux leaders-là qui sont sortis. Mais beaucoup ne connaissent pas pourquoi ils sont sortis. Aujourd'hui, on nous demande de soutenir les enseignants. D'autres sont en train de jouer au traître. Mes chers parents, pensez-vous qu'un enseignant attristé, alarmé, déçu, peut donner quelque chose de bénéfique à un enfant? Jamais. Vous connaissez le nombre d'enseignants qui vivent avec des croquettes, qui vendent même les pop-corn dans les salles de classe pour subvenir à leurs besoins dans la maison? Vous connaissez le nombre des enseignants qui vivent des dettes? Vous connaissez le nombre d'enseignants qui vivent avec des prêts? Oh, c'est aujourd'hui qu'on veut nous parler des prêts salaires. Mais pourquoi c'est pas bien non pas des prêts salaires? Les recrutements abusifs là. À un moment donné, chers peuple gabonais, vous nous écoutez, y compris vous les hypocrites qui montent sur les panels là. Vous pensez que le Gabonais souffre? Où sont passés les 10 milliards qui ont été donnés pour l'achat de bœufs au Brésil? Ça a servi à qui? Dites-nous. Et on vient nous parler une histoire, oh non, on les arrête parce que tout ballot le public, puisque c'est votre nom. Je ne vais pas être long, je vais rechuter en disant ceci. Je suis convaincu, avec une ferme assurance, que notre tête là, on ne l'affronte pas. Pourquoi? C'est comme si en fait, le fait que M. Libama a été sénateur de la transition ou député, c'est pas trop. C'est comme si en fait, pour lui, il devait pas être là dehors et on connaît une histoire qu'il est retraité, qui n'a pas trop à se manifester. Mais lorsqu'on a soulevé le sujet de l'île Mbani, on ne nous a pas amené une maman qu'on ne voulait plus voir. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre. La réalité est celle-là. Ces dirigeants n'ont même pas envie de traiter l'histoire des enseignants. Ils ne veulent même pas écouter cette histoire-là. Le mieux, c'est de faire tel bras. Il y a peu d'envoyer des personnes là-bas. On reste tous là. L'AG de samedi, décision finale. Pas d'AG avec le président, pas de décision prise. Plus personne va représenter SOS. Parce qu'on a l'impression qu'aucune personne n'est sortie là-bas avec une vérité. Tous sortent là-bas avec le coca, tous sortent là-bas avec le taxi. Donc, à un moment donné, faut plus envoyer. À vous les leaders, n'envoyez plus. Le mieux, ils ne veulent pas changer de position. Vous tenez mot de cuisse aussi. Et ils vont voir que l'argent qu'ils ne veulent pas financer avec vous là, ils vont payer plus cher à l'UNESCO. À un moment donné, combien de centaines de millions sont sortis comme corruption avec tout ce qu'on a envoyé là pour représenter SOS? Combien de millions sont sortis? Ça pouvait déjà régler quelques problèmes. Mais on ne fait que passer dans la magouille, les rendez-vous nocturnes. Et lorsqu'on veut se manifester, ce sont des intimidations. C'est au Gabon où la manifestation devient un problème. Ce n'est rien qu'au Gabon où la manifestation devient un gros problème. La liberté d'expression devient un gros problème. Ce n'est rien qu'au Gabon. Et nous, peuple gabonais, nous sommes tellement hypocrites à cause des guirlandes qu'on met dans tous les carrefours. Là, nous sommes tellement émotionnels qu'on ne réalise pas la gravité de la chute de notre pays. On nous a parlé d'une restauration des institutions. Mais je pense que nous sommes un peu en train de restaurer, nous sommes en train d'enfoncer encore même cette institution-là. Plus que la loi au Gabon n'a plus de valeur. Honte à nos magistrats. C'est aujourd'hui où au Gabon, j'apprends même qu'il y a même déjà un tribunal à la présidence. On arrête les gens, c'est à la présidence qu'on va interroger déjà. C'est au Gabon. Chers parents, c'est le moment ou jamais, avec le mouvement des SOS là, de les soutenir plus que jamais. Avec ce mouvement-là, d'autres mouvements, d'autres nœuds du Gabon peuvent être détachés grâce à ce mouvement-là. Mais si nous ne sommes pas solidaires, rien ne pourra se faire. Beaucoup de personnes ont compris que pour faire face à ces gens-là, c'est des tenues mordicus. Mais le comble est de voir ces Gabonais émotionnels. Lorsqu'on attrape une personne, tout le monde a peur. Moi, je dis, c'est le moment ou jamais de soutenir le corps enseignant.
ils ont été tellement humiliés, rabaissés. Ce sont ces personnes-là qui forment des élites aujourd'hui. Ces personnes qui nous gouvernent, avant d'être ce qu'ils sont passés par le banc de l'école. Grâce à ces personnes qui nous méprisent aujourd'hui, ils sont devenus ces personnes qui deviennent aujourd'hui des personnes hautaines. Et nous sommes là à manger les bolingos, sur de leurs cahiers, les conditions de vie des élèves, des commerçants même qui sont dans ces établissements qui prétendent montrer qu'il y a l'école. Il n'y a pas de suivi. Mais nous sommes là, même pas, depuis que la personne est là, même pas un établissement construit. C'est pour faire le tour des classes, pour distribuer les taxis aux élèves, montrer qu'il y a l'école. C'est une honte pour la nation gabonaise. Et c'est une déception pour le peuple gabonais qui n'est pas solidaire et qui ne veut pas comprendre la précarité que vive le corps enseignant en ce moment. Et depuis 2000, combien, je ne sais pas. C'est une honte. Princesse. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je pense que j'ai passé mon tour de parole tout à l'heure. Moi, je veux m'adresser à Oligui en particulier parce que je sais que les services spéciaux sont là, ils nous écoutent. Ils peuvent retarder la révolution, mais elle finira par arriver. Comme ils l'ont fait le 30 août 2023, la révolution finira par arriver. Ils peuvent étouffer les contestations, la grogne sociale, mais ça finira par exploser et ce sera beaucoup plus grave. Parce que, comme Princesse l'a dit tout à l'heure, les Gabonais, voilà, ils sont indolents, ils sont inconscients. Mais moi, je vous dis une chose, je l'ai dit dans plusieurs panels et sur mes canaux de communication. En 2026, le Gabon va bouger par tous les moyens. Le Gabon va bouger en cette année. Oligui va tomber. Lui-même, il sait qu'il va tomber. Donc, il peut tout faire pour étouffer le mouvement de contestation des enseignants. Ça finira par exploser. Parce que les Gabonais, face à la pression sociale, descendront dans les rues. Et nous n'allons même pas reconnaître les Gabonais. Ça finira par arriver. Ceux qui aujourd'hui nous disent que nous faisons de la récupération par rapport à ce qui se passe et tout avec les enseignants, mais ce sont les gens qui ont des intérêts dans le système. Et ils ont peur. Ils viennent sur les réseaux sociaux. Ils essaient d'attaquer les activistes. Ils ont peur. Le peuple aujourd'hui est avec nous. Moi, je peux le voir. Le peuple soutient le mouvement de contestation des enseignants. Ceux qui aujourd'hui sont contre ces nobles revendications sont des gens qui ont des intérêts dans le système. Ce sont des pédégistes devenus udébistes. Donc, quand ils voient des mouvements comme ça, des enseignants, du personnel soignant, des agents du secteur pétrolier, ils ont peur. Oligui, en ce moment, a peur. Ils sont en panique. Voilà. Donc, il peut tout faire pour retarder, pour étouffer la grogne sociale, mais ça finira par exploser. Et avant la fin de cette année, le Gabon va bouger. Dans toutes les 9 provinces, ce pays-là va bouger. Avec toutes les taxes qui sont en train de nous imposer, l'austérité. Le Gabon est mis sous réajustement structurel par le FMI. Tout ça aura des conséquences sur le quotidien des Gabonais. Et ça finira par exploser. Nous n'aurons plus besoin de lancer, de faire des panels. Nous n'aurons plus besoin de lancer des panels pour appeler les Gabonais au soulèvement. Ce pays-là connaîtra l'implosion parce que Oligui est en train de nous mener tout droit vers un suicide collectif. Et le peuple finira par se lever. En ce qui concerne les enseignants, ils ne veulent rien faire pour régler le problème des enseignants. Voilà Ntoum Leclerc qui est allé au lycée technique, qui allait faire son cinéma. Quand les enfants revendiquent des bourses, on leur offre des bédoums. Elle va et fait son cinéma et dit elle a été surprise par ce qui s'est passé, alors que le proviseur du lycée technique, c'est le petit frère de Kamelian Tuntum. Et Eric Bekaleben Tuntum, c'est le petit frère direct de Kamelian Tuntum. Donc, avec son petit frère, ils sont allés faire ce cinéma-là au lycée technique pour faire croire qu'il y a une reprise des cours. Donc, vous voyez que ces gens-là sont animés par un esprit malsain. Ils ne veulent pas régler le problème des enseignants. Donc, nous, aujourd'hui, nous appelons les enseignants à la mobilisation. La balle est dans leur camp. Soit ils décident de poursuivre la lutte, soit ils se résignent et continuent de vivre comme des clochards. Voilà. Donc, nous, on a fait notre part. Et puis, bon, voilà, on attend ce qu'ils décideront ce samedi s'il y a Assemblée Générale. Alors, merci à tous de m'avoir donné la parole. Merci. Donc, tu voulais faire ta motion, Tat, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ta motion et après, on va faire. Merci de me donner la main. En fait, moi, je voulais rajouter, c'est pas le fait qu'il va payer l'UNESCO qui ne vont pas payer les enseignants. Là, si c'est ce qu'ils pensent, mais là, ils se gourrent complètement. Ils se gourrent. Parce que s'ils déclarent l'année blanche pour les Gabonais, ce sera aussi une année blanche pour leurs enfants qui sont à l'école en Europe. Pourquoi? Parce que nous allons mener le mouvement là. Nous allons porter plainte jusqu'à l'UNESCO. Vous voulez jouer avec la vie des gens? Vous ne nous avez pas assez gaspillé, nous, notre vie, pour que nos futures générations, pour que nous ne voyions pas la nation gabonaise naître. Nous allons nous battre. Je n'ai jamais commencé, j'ai même pas encore commencé le combat là. Mais nous allons tous nager dans ce Gabon et nous allons voir qui sont les ancêtres de qui ont dominé qui. Voilà, je descends et voilà, je continue à vous écouter. Merci Princesse, merci à tous et bonne soirée. Oui, donc je voulais vous dire, donc SOS Éducation sont maintenant au nombre de 10, hein, parce que sur la feuille du protocole, il y a 10 signatures. Hein.
C'est juste ça, je ne dis rien. Et puis, j'ai pas le nom de celui qui est de SOS Coca, là. Parce que je ne sais pas si SOS Taxi aussi est dessus. C'est juste une brève parenthèse. Mwanga, à toi la parole. Mwanga. Oh. Boussenge. Oui, Boussenge est parti. Chef Mba. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Oui, allez-y. Oui, vraiment. Hein. Dessus. Vraiment dessus. Parce que moi aussi, là, avec le général, avec Princesse, il me menaçait que oh, voilà, quand Princesse est là. Mais là, hein, le président Oligui, nous, on a fait corps et âme avec ses meilleurs discours. Quand il est arrivé, je suis venu restaurer la dignité des Gabonais. Nous, on est sortis dans les rues. J'avais mis un restaurant bar, j'ai donné les enfants à boire. J'ai dit voilà un Gabonais de souche qui va assumer. Mais aujourd'hui là, ce qu'on vit là, on préfère nous amener dans les prisons. Je sais, le service spécial est là. Nous on préfère mourir. Moi je vis au Gabon, hein. Y a pas de problème. On vient me prendre, je pourrais partir. Mais c'est pas ce que j'ai fait aux yeux du monde. On est élu l'opposition, on a dit oui, avec les meilleurs discours, il va changer la vie, il va changer le pays. Et lui-même il a dit le pays a de l'argent. Je n'arrive pas à manger 3 plats jour. Je n'ai plus le boulot. On m'a cassé mon restaurant-bar. Je travaillais chez Wayne de 2012 en 2021. Quand le corona est arrivé, le patron m'a payé mes droits. Je suis allé ouvrir mon restaurant-bar à Kolontan. Je fais la cuisine asiatique. Une dame est venue casser, elle s'appelle Diane Serafine Polo. Elle m'a dit, va te plaindre où tu veux. Ali Bongo, c'est mon frère. Tu n'auras rien. Après 2023, quand le président Oligui arrive, à 2 mois, m'appelle au tribunal. Oui, monsieur. Chef Mba. Oui. Je suis pour la sortez-moi de là. Je tombe, princesse, je tombe. Je suis dessus. Moi, je cru à ce monsieur. Hein. Je cru, c'est mon beau-frère d'abord. Son frère est venu épouser ma cousine, habitant dans mes Togo. Son frère il est là. Il est venu épouser ma cousine. Moi, je l'ai salué. Il ne savait même pas qu'il devait être président. J'ai mouillé le maillot, j'ai acheté les enfants, les thèmes. J'ai fait enrôler les enfants pour voter avec les meilleurs discours. Mais aujourd'hui, on est mort. Mes enfants ne vont pas à l'école. J'ai 3 bébés. Et j'ai perdu la dignité de mes enfants. Puisque je n'ai plus de boulot. On m'a cassé mon restaurant. On m'a dit, va te plaindre où tu veux. Au tribunal, on me balade. Jusqu'aujourd'hui, là, je vous informe. On m'appelle pas. Le tribunal, c'est pour les riches. C'est pas pour les pauvres. Pour nous, on ne juge pas nos problèmes. On juge les problèmes des riches là-bas. Et je souffre dans ça. J'ai 3 enfants qui ne vont pas à l'école. Mes enfants m'appellent tonton. Ils ne m'appellent plus papa. Ils sont chez mes beaux-parents en euros. J'ai perdu cette dignité. Et ça me fait très mal. Et je fais confiance à ce monsieur. Et ce qu'on vit aujourd'hui, nous on est prêts à mourir. Moi je veux même qu'on m'appelle, demain je donne mon numéro là. On me tire à la tête, que de vivre comme je vis là comme un mendiant. Appeler les grands frères, j'ai besoin de 10 000. On m'appelle là-bas, ils ont pas fait ça. Je suis dépassé. Mais chef Mba, toi tu soutenais pour ce monsieur en campagne. Chef Mba, toi tu soutenais Oligui, non, tu nous faisais la guerre. Je te dis, non, je ne te faisais pas la guerre. Même le général. Un panel où tu as dit faire monter chez Mba, chérie, tu es ma femme, et je reconnais. Moi, j'ai soutenu le président, c'est mon beau-frère, avec les meilleurs discours. Je suis venu restaurer la dignité des Gabonais. Ça a attiré l'attention de tout le monde. Je n'étais pas contre toi. On était même dans les panels où ton frère du Haut-Togo a parlé, le général là, il ne parle même plus, je ne le vois même plus. Au couloir, quoi là. Il était fort. Très bien, il y a un panel où tu as dit fais-moi monter. Il a dit oh non, chef Mba, tu peux pas monter dans mon panel parce que princesse est arrivée, c'est ta femme. Non, moi je parle avec le cœur et c'est la vérité. On subit et nous on est à Libreville. Vous êtes ailleurs. Moi je suis prêt à donner mon numéro. Je sais que le service spécial est là. Et il y a des grands qui m'ont déjà appelé qu'arrête de faire ça parce que quoi? Non, on est fatigué de ça. C'était les mêmes choses qu'on avait avec Ali Bongo. C'est les mêmes choses qu'on a retiré à Ali Bongo. Mais aujourd'hui on donne à Ali Bongo raison parce que le sac de riz qui était à 7 200, aujourd'hui c'est à 11 000. Qui est? Je l'achète au 12. Mes enfants, j'ai perdu la dignité. Et pourtant, j'ai travaillé. Je suis cuisinier, moi. Je fais la cuisine asiatique. J'ai travaillé chez Weng à lui, à la montée de lui après Jean Ebori. De 2012 jusqu'en 2021, quand le corona est arrivé, il m'a payé mes droits. J'ai ouvert mon business. Une dame est venue casser parce qu'elle a acheté le terrain, elle avait les gens aussi. On est au tribunal, elle s'appelle Diane Serafine Polo. Elle m'a dit, va te plaindre où tu veux. C'est pas moi qui t'a dit, n'est pas le petit frère d'Ali Bongo. Et je lui revois là encore un temps, elle me nague. Elle me dit, Oligui veut dire Ali Bongo. Ali Bongo veut dire Oligui. Nous, on est prêts à mourir. On s'en fout là. On ne peut plus. J'ai 3 enfants, ils ne vont pas à l'école. J'ai perdu ma dignité avec mes enfants. Mes enfants m'appellent tonton. Ils sont chez mes beaux-parents en Nogo. Et avec ça, j'ai enrôlé les enfants en disant, j'ai payé des thèmes aux enfants. Chef Mba. C'est après l'élection présidentielle que tes enfants t'appellent tonton ou c'était avant? C'est avant que mes enfants m'appellent tonton quand la dame là me casse le bas. Après, je perds le moral pour gérer mes enfants. Mes enfants sont allés chez mes beaux-parents. On m'appelle maintenant tonton. Maintenant, avec les élections présidentielles, quand ça arrivé, parce que quand on fait le coup d'État, on m'appelle à 2 mois du coup d'État au tribunal. On me casse mon restaurant en 2022.
Le président Ali Bongo est toujours là. Elle me dit, va te plaindre où tu veux. Mais c'est en 2023, à 2 mois du putsch, le soi-disant putsch, comme appelle le tribunal que oui, monsieur Mba, l'instruction des biens d'autrui, venez au tribunal, pas tant. J'arrive là-bas, on me donne, on appelle ça comment? L'accusé de réception. Accusé de réception, on me dit passe au tribunal un jeudi. On arrive à la barre. La dame a pris un avocat. Quand le juge appelle mon dossier, je suis à la barre. L'avocat surgit, dit je veux m'en prendre du dossier. Donnez-moi du temps. De là-bas jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a rien. Aujourd'hui, en 2026, on m'a plus jamais appelé au tribunal. Ça a prouvé que c'est qu'elle m'a dit que non. Oligui égale Ali égale Oligui. Tu n'auras rien. Et attends, on fait comment? On braque, on est bandit, on fait travailler, on est bandit. On fait comment dans le pays là? Et nous, on a mis corps et âme. C'est là-bas un beau-frère à moi. Son frère Ayela. Il est venu à Bitam. Hein. Il ne savait même pas qu'il devait être président. Au village de Ndomé Togo à Bitam, il est venu épouser une nièce de Ndomé Togo. C'est là où je l'ai d'abord dit bonjour pour la première fois. Et j'ai travaillé corps et âme. Moi, j'ai payé les thèmes aux enfants en disant, j'ai fait voyager les gens. Parce que j'ai cru que voilà le Gabonais bio. Parce qu'on a dit Ali et Biafra. Mais le comportement d'aujourd'hui, c'est la merde. C'est un groove en fait. Et nous on est prêts à partir. Je peux donner mon numéro, on vient, on me banzaille demain. Je préfère que de vivre comme ça avec la honte devant mes enfants. Mon enfant m'appelle tonton. Et lui m'appelait papa. Aujourd'hui, là, mon enfant m'appelle tonton. Mes beaux-parents me parlent mal. Je deviens mendiant chez mes frères, je les appelle. Grand, tu peux m'envoyer 2000, 5000. L'enfant a besoin de ça pour le goûter, pour aller à l'école. Attends, c'est pas ma vie en fait. On vit mal en fait. Il n'y a rien ne va au Gabon en ce moment. Sans vous mentir, rien ne va au Gabon. Nous on est au Gabon. Hein. Vous êtes là-bas, mais rien ne va. On a souhaité que ça souhaite que non, c'est un Gabonais de souche parce qu'on a toujours traité Ali d'un Biafra. Mais Ali n'est pas vendu, il n'a pas vendu Mani. Ali n'a pas dit Mani. On m'a laissé Mani, on n'a jamais traité ça quand il était là. On est prêt à mourir. Moi je suis prêt à mourir. Hein. Je peux donner mon numéro, vous m'appelez demain, vous me banzaillez que de vivre la vie que je mène là. Je vis une vie de mendiant. Et c'est dans ça qu'on va pousser les Gabonais. Aller couper des coups pour prendre 700 000 ou 1 million, aller kidnapper les enfants. On est dépassé en fait. Moi j'ai travaillé pour Ligui, je ne vais pas te mentir princesse. Et tu le sais, parce que je cru en lui. Mais ce que je vis aujourd'hui, non, c'est de la merde. C'est de la merde. Moi j'ai cru en lui. C'est mon beau-frère, j'ai cru en lui. Je suis dépassé. On veut nous pousser à bout. Allez faire des choses bizarres, princesse. Allez kidnapper les bébés. Allez faire son donner 1 million. Parce qu'il faut nourrir les enfants. Mon enfant ne doit pas m'appeler tonton, mon enfant doit m'appeler papa. Est-ce que c'est normal? On est dépassé en fait. Et c'est pas ça qu'on a voulu. C'est notre pays à tous. 1 million, 2 millions d'habitants, 2 millions 5. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. On doit s'en sortir. Et surtout quand c'est un Gabonais de souche qui détient le pays. Parce qu'on a critiqué que l'autre n'était pas un Gabonais de souche. Et c'est ça mon slogan. Gabonais de souche. On doit s'aimer. On devient des mendiants, des voleurs, des braqueurs, des kidnappeurs, des truands. Un Gabonais, chez lui, il fait des choses bizarres. Et c'est pas gentil. Et quand on va dire c'est pas gentil, oh, tu es opposant. Et donc non, hein. Moi j'ai fait le travail du président, moi. Jusqu'à tu me dis tout à l'heure que non, oh, tu disais que non, machin. Princesse, c'était pas ça. Tout ce monde qui sont arrivés du Gabon, là, les activistes qui insultaient, quand nous on combattait en 2016 pour Ping, que Ping nous ait nargué. Moi j'ai sauté une barrière de 8 mètres de hauteur. J'ai perdu des frères là-bas, j'ai les photos là. Je peux vous envoyer ça. 8 mètres de hauteur, j'ai perdu des frères chez Ping. Moi je dis Ping est où? Ping est où? Et les Français qui insultaient, quand Ping n'était pas là, mais ils sont caviar là. Ils ont des grosses voitures à Libreville, ils sont dans les grands bureaux, ils mangent bien. Les gens qui insultaient en Europe là-bas, nous on était au terrain. Boompins qui mange aujourd'hui là, j'étais derrière Boompins quand on jetait les cailloux, nous on était derrière lui. On était à côté de lui, même pas derrière. Et après il est parti au Congo. Arrêtez, pourquoi on fait ça? J'ai des photos là, dès l'Assemblée, nous on était toujours au front, à l'époque de la mort. Avec Aniléa, ma grande soeur venait me voir au 9, Aniléa. Je cite même le nom Aniléa, à l'époque de la mort en 2009. Je travaille avec elle, elle connaît qui est moi, Gastemba. Mais après, c'est d'autres personnes qui viennent manger, c'est d'autres personnes qui viennent juger de ce qu'on a voulu. Quand on veut la démocratie au Gabon, on veut que tout le monde, un Gabonais là, assis chez lui, ne travaille pas, il a même au moins 150 000. Avec toutes nos richesses qu'on a au Gabon, et c'est faisable. On a toujours 2 500 000 d'habitants, 2 500 000 d'habitants, on arrive jamais 300. Quoi? On n'enfante plus? Pourquoi? On est dépassé, on est à bout en fait. On préfère mourir. Moi, je préfère mourir. S'il faut donner mon numéro, après j'arrive là-bas, on me banzaille, c'est mieux. On est très déçus de mon pays. J'ai honte de mon pays, le Gabon. J'ai très honte. J'ai très honte. Je pleure même. J'ai très honte.
J'ai très honte. J'ai très honte. Princesse, tu me dis ça tout à l'heure que non, je te combattais, non. Moi, j'ai vu la lecture de mon président que c'est un Gabonais de souche et qu'il va arranger le pays. C'est pas un Gabonais de souche. C'est pas un Gabonais de souche, c'est un escroc de souche. Il a escroqué vos sentiments. Regarde comment tu pleures maintenant aujourd'hui là, à cause de lui. Il vous a escroqué sentimentalement. Même les sentiments, on les escroque. Maintenant, là, tu vas faire comment? Comment tu vas faire pour que tes enfants à nouveau t'appellent papa? Tu vas faire ça comment? Il faut tuer. Il faut aller prendre les 1 million pour kidnapper les pauvres enfants et vendre. C'est la même chose qui était à l'époque. Mon Dieu, Seigneur. Même mon premier restaurant, j'ai ouvert. Elle casse. Jusqu'aujourd'hui, on est au tribunal. On m'a plus jamais appelé. Jamais. Je suis comme ça, je ne travaille pas. Je vis de jour au jour. Je deviens mendiant. Si j'appelle un grand fou aujourd'hui, il m'envoie 500 ou 5000. Je fais un petit marché. L'autre m'envoie 2000 demain. Je vis pendant 3 ans, 4 ans comme un mendiant. J'avais déjà ma vie aisée. Je n'ai pas moins de 150 000 jours. Mon restaurant bar que j'ai ouvert à Colontan. Je travaille chez Weng à lui. Chez Weng. Papa un jour venait manger chez moi. Quand il revient le port gentil, que Dieu a son âme. C'est chez nous qu'il mangeait. Tous les ministres là mangeaient chez nous, chez Weng à lui. Quand le corona est arrivé, il a payé tout le monde ses droits. Il m'a donné 6 millions. Je suis allé acheter mon terrain en 19. J'ai ouvert mon restaurant bar avec tout le matériel. La dame est venue casser, je cite le nom, hein. Diane Séraphine Polo. Elle travaille aux impôts. Elle m'a dit que Ali Bongo, c'est son frère. Après, vous les femmes, vous allez encore dire qu'on vous aime pour Rotogoué. C'est pas moi qui t'a dit, n'est pas le petit frère d'Ali Bongo. Va te plaindre où tu veux. Même quand on sort chez le procureur. Nous, on parle pour le jeu avec mes témoins. Derrière le tribunal, il y a un bas là-bas. Elle me suit et filme. Elle me dit ce que le procureur a dit là, c'est les conneries. Le tribunal est dans ma poche. Après, c'est le putsch. Le putsch, là, je lui le vois. Même terrain, là, elle n'a rien construit là-bas. Moi, je crois quand même me sortir, je devais construire le gratte-ciel. Elle me dit, au ligue égal, Ali, tu n'auras rien. Parce que quand j'arrive au tribunal, c'est un avocat qui suit à la barre. Parce que mon dossier sort, on m'appelle à la barre. Quand on lui prend le pouvoir là, 2 mois du pouvoir, on m'appelle au tribunal. Destruction des biens d'autrui. On arrive à la barre, c'est un avocat qui suit. Il me dit, ouh, il veut s'en prendre du dossier, on vient lui prendre. Jusqu'aujourd'hui là. Ça fait 4 ans, 3 ans et demi. C'est un Gabon ça. On fait comment? Avec toute cette dignité qui est mouillée là, envers mes enfants. J'ai fait comment? On se met dehors, à la rue, nue, ou bien on prend les matchs, on coupe les gens, on va dire on est des malades. Des pères de famille. S'il te plaît. Je suis dépassé en fait. Il y a l'espèce qui est là, il y a tout le monde qui est là. Venez me prendre, je vais vous donner mon numéro. Parce que la vie que j'ai vue là, c'est une vie de mendiant. Et je n'ai pas grandi dans ça, j'ai travaillé dans ma vie en fait. Mais c'est les pauvres qu'on opprime. On dit à la justice.